Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses est votre magazine dominical chez Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'augmentation des cas d'agression sexuelle au Cameroun. Un fléau caractérisé par des taux de prévalence parmi les plus forts au monde, comme l'indiquait déjà il y a quelque temps cette grande une de France 24. Le Cameroun a l'un des taux de viol les plus élevés au monde. Cette réalité dramatique est confortée par cette nouvelle tragédie vécue cette semaine encore à Yaoundé. Pancarte en main, écrit Cameroun Tribune, les populations se sont regroupées jeudi dernier devant le groupe scolaire bilingue La Gloire Olympique situé au quartier Oza pour réclamer justice pour Joyce Nawal, une fillette de 3 ans, élève en classe de prématernelle qui aurait été violée dans cet établissement scolaire. Un mouvement, écrit le journal La Capitale Publique, qui fait suite aux accusations relayées sur la toile par sa mère. De graves accusations d'abus sexuels sur mineurs qui rappellent d'autres drames similaires, notamment dans les grandes métropoles du pays. L'État faillit-il à sa mission régalienne de protection de l'enfant camerounais? Cette crise sécuritaire et morale s'inscrit dans un contexte macroéconomique particulièrement étouffant, marqué par le surendettement chronique de l'État. La Caisse autonome d'amortissement a publié le 15 mai dernier sa note de conjoncture mensuelle sur la dette publique du Cameroun. Il en ressort qu'au 31 mars 2026, l'encours total de la dette publique du Cameroun s'établit à 15 416 milliards de francs CFA. Or, en fin 2024, cette dette s'élevait à 14 237 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le journal Émergence révèle que Yaoundé prépare une nouvelle vague d'emprunts de 7 689 milliards de francs CFA. À ce surendettement chronique s'ajoute une hémorragie financière liée à la criminalité économique, notamment le trafic de l'or. Le journal Éco-Matin a d'ailleurs barré sa grande une d'un constat sans appel. Cameroun, l'exportation illégale de l'or vers Dubaï fait perdre près de 2000 milliards de francs CFA à l'État. Est-il juste de faire porter le fardeau d'un nouvel emprunt de 7 689 milliards de francs CFA aux contribuables alors que l'État s'avère incapable de sécuriser ses propres ressources minières? L'État est-il impuissant face au réseau de contrebande ou alors refuse-t-il délibérément de s'attaquer aux intouchables du trafic d'or? Cette incapacité de l'État à endiguer ces dérives systémiques met en lumière la rigidité de ses institutions. Sinon, pourquoi le Parlement n'ouvre-t-il pas une enquête sur ce trafic d'or? Pourquoi la justice ne s'auto-saisit-elle pas face à cette hémorragie financière? Est-ce que ce laxisme du Parlement ou de la justice ne traduit pas justement cette rigidité des institutions lorsqu'on le compare à la vivacité d'autres modèles démocratiques ouest-africains? La situation politique actuelle à Dakar fascine les analystes politiques qui y voient une véritable masterclass de droit constitutionnel appliqué. Un modèle sénégalais qui démontre une séparation stricte mais vivante et conflictuelle des pouvoirs où les institutions s'autorégulent face aux crises. Peut-on en dire de même du Cameroun? Les pouvoirs sont-ils séparés au Cameroun? Ou mieux, en matière de séparation des pouvoirs, le Cameroun et le Sénégal font-ils jeu égal? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des Réponses de ce dimanche 31 mai 2026. Convié au déjeuner dominical cette mi-journée, j'introduis tout d'abord Maurice Donga. Bonjour et bienvenue. Merci infiniment d'être là. Vous êtes militant de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Merci infiniment d'être là cette mi-journée pour ce débat. Et à l'extrémité droite, c'est Robert Mouté-Ambassa. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Vous êtes un militant de la première heure du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre titulaire du comité central du parti au pouvoir. À ma gauche, Pierre-Emmanuel Bignam. Merci, cher monsieur, d'être là ce dimanche pour cet échange républicain. Vous êtes le porte-flambeau du MRC sur cette scène, cette mi-journée. Et bien sûr, à ma droite, toujours présent tous les dimanches, il est là, fidèle au poste, Edmond Cambia. Bonjour monsieur et merci d'être sur ce plateau avec nous. Et je voudrais commencer avec vous tout de suite, Edmond, qu'on balaye rapidement ce sujet qui a fait la une des journaux. En fin de semaine, il s'agit de ce mouvement à Oza, au quartier Oza, donc à Yaoundé. Des populations sont descendues dans les rues pour crier leur colère face à la recrudescence des cas de viol.
sur mineur à la suite d'un nouveau cas d'agression sexuelle sur une fillette de 3 ans, la petite Joyce Nawal. Dans un reportage de France 24 il y a quelque temps, on apprenait que le Cameroun a l'un des taux les plus élevés en matière de viol. Est-ce qu'il faut conclure, Edmond Kamgia, que l'État faillit à sa mission régalienne de protection de l'enfant camerounais? Oui, la réponse est affirmative, parce que ce cas n'est pas, j'allais dire, c'est un cas nouveau, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive aux enfants de cet âge, de l'enfance. Un cas de plus, un cas de trop. Il me semble que l'État, le chef de l'État, son gouvernement et tous ceux qui nous dirigent ont pris l'engagement d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et particulièrement les plus jeunes, les enfants. Et le préambule de la Constitution, justement, garantit ces droits-là à tous les citoyens qui ont des droits et des devoirs. Je précise que le préambule, je vais citer un extrait, souligne que toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Fin de citation. C'est un extrait du préambule de la Constitution en vigueur. Un rappel qui doit être fait à ceux qui nous dirigent, à tous ceux qui ont le devoir de veiller à la sécurité, à notre sécurité physique, et notamment les plus jeunes, les enfants. Et quand je le dis ainsi, parce que là, c'est pratiquement... L'enfant vit, mais va survivre dans quelles conditions? Après ce traitement cruel, inhumain, dégradant, subi par un présumé violeur. Nous souhaitons que l'enquête qui a été ouverte puisse permettre de savoir exactement ce qui s'est passé pour que ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité des enfants dans cet établissement scolaire véritablement assument la totalité de leurs responsabilités sur le plan judiciaire. Je voudrais également dire que nous sommes dans un contexte, hélas, qui favorise ce type d'actes ignominieux, hideux, horribles, inhumains. Je dis dans un environnement qui favorise cela parce qu'il y a l'impunité. Ensuite, parce que lorsque un gouvernement est annoncé depuis le mois de décembre et qui n'arrive pas, imaginez comment se comporte avec la mentalité fétichiste certaines pontes du régime. Les enfants sont en danger, les enfants sont permanemment en danger. Et avec des actes qui ont parfois des volets sur le plan des rituels ésotériques, il faut se poser beaucoup de questions et de bonnes questions. Est-ce que nous sommes encore en sécurité au Cameroun? Est-ce que nos enfants sont en sécurité dans nos écoles maternelles et collèges? Alors, Maurice Nunga, ce drame ou cette situation rappelle des cas qu'on a déjà vécus dans les grandes métropoles du Cameroun. On se souvient du cas de Orphée, ici à Douala, le cas de Divine. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on voit bien que le nombre de viols sur mineurs augmente au fil des années. Comment expliquer un tel angle mort dans la politique sécuritaire de l'État? Déjà, bonjour Duval et bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je voudrais dire que, en tant que père d'enfant, je suis choqué, j'ai été très choqué par ce qui est arrivé à la petite Joyce, à Yaoundé. Mais aussi, j'ai le rappel de ce qui est arrivé à la petite Divine et à la petite qui a été aussi violée et abandonnée en Kouaban dans un chantier. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on se dise que notre société, la décrépitude de notre société est liée à son environnement actuel, dans ce sens que la misère rampante dans laquelle nous stagnons depuis longtemps a beaucoup de corollaires. La misère a beaucoup de corollaires.
évidemment, dans une société dans laquelle les gens cherchent à s'en sortir à tout prix, en payant tous les prix, il y a quand même des prix très forts. Et quand c'est nos enfants qui payent ces prix, ça nous pose des problèmes sérieux. Dans le sens, je ne vais pas revenir sur ce que Edmond a dit sur les préalables de la Constitution et toutes les chartes que nous avons signées pour la protection des droits de l'homme au Cameroun. Nous constatons que la défaillance est systématique, elle est permanente, elle est là. Mais quand je l'ai dit, je voudrais aussi dire qu'il faut qu'on essaye un peu, parce que j'ai suivi cette affaire à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. J'ai vu des vidéos, j'ai vu ce qui s'est passé à l'école de la gloire olympique à Yaoundé. Je voudrais quand même rappeler que cette école est une école quand même qui est là depuis 2007. Des petites enquêtes que j'ai faites. Ça fait 19 ans qu'elle est au service de la formation des jeunes Camerounais. Donc, je sais que les gens ça arrive et nous tous nous sommes choqués, mais il faut qu'on sache raison garder dans le sens que les enquêtes, seulement, la population a une particularité. Au Cameroun, on n'a plus confiance aux autorités administratives. Parce que où sont les conclusions des enquêtes de Divine? Où sont les conclusions des enquêtes de Orphée? On n'a jamais su. On a comme l'impression que les tenants du pouvoir protègent la pédocriminalité. On a comme l'impression. Et cette impression, Duval, elle commence à prendre corps. Parce que partout où il y a eu de la criminalité, de la pédophilie sur les enfants, on n'a jamais été au fait de ce qui s'est passé. Quels sont les criminels? Où sont-ils? Que leur est-il arrivé? Peut-être que c'est les mêmes qui ont tué Orphée et Divine qui courent encore. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, si l'État a démissionné de l'une de ses fonctions régaliennes principales, qui est de nous protéger, et surtout de protéger ceux qui représentent le sel de notre société, les jeunes et les enfants, ça nous pose un problème sérieux, très sérieux. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire l'économie d'une chose pareille. Il faut à tout prix que, avec le problème de Joyce, que les autorités camerounaises nous donnent la lumière, et toute la lumière sur ce qui s'est passé. Qu'on le sache, toute la lumière. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut supputer, il faut quand même que la lumière soit faite. Cet enfant quand même, qui est d'un âge, qui sort, qui est dans... C'est un bébé. C'est sur un bébé qu'on a posé des actes aussi odieux, aussi criminels, aussi dangereux. En tant que père, beaucoup d'entre nous prendraient même la machette, voire même le fusil pour tirer sur ce qui s'est passé. Parce qu'il faut qu'on se le dise. J'ai l'habitude de dire que quand on sent sa propre douleur, on est un humain. Mais quand on sent celle des autres, on devient plus conséquent, on devient plus clair, on devient plus vivant. Donc il faut sentir la douleur des autres, même si on n'a pas le même degré, mais il faut comprendre que ce qui s'est passé à Yaoundé ne devrait plus se passer et que nous sommes sous la protection de la République d'Ivan Fango. La République veut dire c'est la chose publique, c'est d'autres choses à tous. Et ceux qui ont le devoir, la raison d'être de nous protéger, doivent, dans cette affaire de la petite Joyce, nous apporter toute la lumière pour qu'on sache ce qui s'est passé dans cette école ou hors de cette école, parce qu'il faut que cela soit dit. On ne peut pas de prime abord incriminer cette école qui, je le redis, est au service de nos enfants depuis 19 ans. C'est un cas qui est arrivé. Il faut que l'enquête soit faite pour qu'on nous donne des éléments de savoir si c'est dans l'ancienne école ou hors de l'école que cela s'est passé et qui en sont les auteurs, quels sont les mobiles et les conséquences doivent être les plus dures possibles pour qu'on freine les langues des pédocriminels qui peuvent s'aventurer à poser sur la par le futur. Robert Mouté-Ambassa, le constat est clair. Les chiffres de la délinquance sexuelle sur les mineurs s'affolent, notamment dans les grandes villes. Mais derrière la froideur des statistiques, il y a des vies qui sont brisées, il y a des familles qui crient leur détresse. Est-ce qu'au moment n'est pas venu d'adopter au Parlement une loi spécifique, une espèce de loi d'exception criminalisant plus sévèrement encore le viol chez mineurs, par exemple sans possibilité de liberté de caution? Merci pour la question. Je voulais dire... bonjour aux companélistes et puis aux millions de téléspectateurs de Equinox Télé. Je voulais quand même donner une petite précision par rapport à l'impression qu'on a que l'État sort tardivement. Quand il y a des situations comme celle-là, on voit bien les réseaux sociaux, ça va presque en temps réel. Mais il faut savoir que nous avons un pays qui est hyper centralisé. La communication est encadrée. Quand les ministres ou les hauts responsables traînent à descendre, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils doivent avoir le quitus de la hiérarchie. Je vous donne deux petits exemples pour que vous compreniez ce qui parfois... Je vais répondre. Oui, je voulais répondre. Je voulais juste mettre la braise à votre pipe en indiquant que, effectivement, l'incident s'est produit lundi. Voilà.
Et on a vu les deux ministres, le ministre de l'Éducation de base et deux jours après. Voilà, qui sont arrivés, je crois que c'est le jeudi. Voilà. Le jeudi, sur les lieux, Donc, après les mouvements qu'on a observés. Ce qui justement donne l'impression qu'il y a une réaction tardive du gouvernement. Et que l'État ne prend pas ça au sérieux, quoi. Donc, ça fait que cette centralisation impose au ministre d'attendre le quitus. La communication étant encadrée, parfois ça peut attendre, avant qu'on leur donne le quitus, de parler de cette histoire. Je dis bien parler. Je ne dis pas ne pas aller sur place quand c'est dans la ville comme Yaoundé. On a vu, par exemple, pour les Chinois, le ministre Grégoire, on a descendu tout de suite. Oui, tout de Mais suite. il n'a pas trop communiqué. Oui. Parce qu'il fallait d'abord que le système puisse regarder de très près. Donc, ce retard par rapport aux réseaux sociaux qui vont très vite en temps réel, ce retard à la réaction est parfois interprété comme si l'État ne prenait pas très au sérieux ce que les populations subissent. Donc je crois que voilà un des problèmes qui se pose. Le deuxième problème par rapport à, comme l'autre l'a dit, le copanéliste, il y a un problème de décrépitude, de misère au sein des populations. Les gens souffrent, les gens ont tellement de problèmes. Et une façon de matérialiser ça, nous autres quand on était jeunes, on trouvait des jeunes filles jusqu'à 20 ans, 25 ans qui étaient vierges. Hein. Et pourtant, ça fait peut-être 10 ans, elle a son petit copain depuis le lycée et autres. Mais c'est une fille qui est toujours vierge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Et de deux, la misère en pente fait que, je regrette de le dire, mais c'est la réalité. Un jeune qui rencontre une fille, la fille lui dit, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Tu n'as pas de pognon, tu n'as pas de copine. Et je n'en crois pas ça, mais les gens se rabattent vers plus jeunes pour essayer d'assouvir surtout quand les jeunes sont à l'âge de 14 ans, 20 ans, l'âge de la puberté et tout ça. C'est pas toujours évident. Je ne justifie mais pas. là, on mais je parle voudrais d'un dire cas de que 3 ans. c'est tout à fait. Là-bas, un bébé de 3 ans. Là-bas, c'est encore pire. Parce que, sûrement, moi, je pense même que c'est des trucs liés au rituel. Parce qu'il faut un enfant de 3 ans. Et puis, j'étais en France à une époque où, dans une famille, il y a un enfant qui a été tué qui s'appelait Villemain. Les enquêtes ont démontré que c'est la maman qui est à l'origine de la mort de son fils. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez ce qui se dit là, moi je dis on ne doit rien négliger. J'ai eu cette chance dans ma vie d'être directeur QHS dans une multinationale où j'ai fait des enquêtes sur les situations d'incendie, de déversement, de morts d'hommes et tout ça. Il peut vous garantir que parfois la vérité est là où personne ne pense. Regardez seulement, en 2-3 mots, l'enfant quitte la maison pour l'école. Il était dans quel état quand il quittait la maison? Qui l'a amené à l'école? Qu'a dit celui qui l'a amené à l'école? Arrivé à l'école, la maîtresse a fait le cours normalement, jusqu'à 13h, l'heure de sortie, elle n'a rien remarqué d'anormal. Le père vient prendre, il ne remarque rien d'anormal en fait. C'est quand les réseaux sociaux commencent à s'activer, il est où, qui vient dire que oui, il a pris la fille, elle aime toujours quand il est dans la voiture, chercher à démarrer, ceci, cela. Mais en fait, il n'a pas dit qu'il a constaté quelque chose d'anormal sur le physique, ou bien il n'a pas vu des écoulements de sang, ou bien de quelque chose sur le corps de l'enfant. Il part, de là, il ramène à la maison en passant par la clinique. La maison, l'enfant va. L'enfant arrive, il va aller au pot. L'enfant de 3 ans, on l'amène au pot. Et après le pot, qu'est-ce qui se passe? On a nettoyé l'enfant. Qui a nettoyé l'enfant? Qui a vu quoi? Et ensuite, l'enfant part se coucher. Qui a couché l'enfant? L'enfant, elle est seule, sans se nettoyer. Et c'est après, quand on veut vider le pot, qu'on voit que le pot a du sang. Et là, on commence à dire, oh, c'est l'école. Non. Il ne faut rien négliger. On dit souvent dans ce genre de choses, le diable est dans le détail. On doit tout vérifier depuis le départ à la maison, au retour à la maison. Et je crois qu'on va voir ce qui ne va pas. Donc, pour répondre à cette question, c'est vrai. Au moins là, vous êtes convaincu que l'enquête va aboutir? Parce que dans le développement qu'il faisait, on a cité des cas précédents où on a ouvert des enquêtes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune idée claire de ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas là justement la question? C'est-à-dire qu'on a des crimes qui se multiplient, on a des enquêtes qui sont ouvertes et qui ne sont pas... Il n'y a pas de suite. Est-ce que ce n'est pas cela qui encourage justement ces pédocriminels, comme l'indiquait Maurice, qui continuent à perpétrer leurs crimes en toute quiétude? Ce que moi je pense, c'est simple. Ça, c'est les effets pervers de la corruption qui gangrènent le pays. Vous pouvez tuer quelqu'un avec de l'argent, on dit que ce n'est pas vous. Vous comprenez? J'ai vécu des cas où toute une autorité
le niveau de gouverneur intervient pour le compte d'un Chinois qui lui a donné de l'argent. Alors que le Chinois a tort. Vous comprenez? Donc moi je pense que ce genre de choses où les enquêtes sont menées, je ne pense pas que ce soit l'instruction qui vient de la hiérarchie qui pose problème. C'est la corruption qui est rampante dans notre pays aujourd'hui. Quand tu as de l'argent, certaines choses ne peuvent plus t'arriver au Cameroun. Et nos amis chinois l'ont bien compris. Les Chinois qui ont fermé quelques jours là pour éviter qu'on brûle leur truc, on a présenté ça comme si c'était maintenir l'outil de travail et le job des Camerounais, c'est bien beau. Maintenant, quand on a rouvert, est-ce qu'on s'est assuré que tous les Camerounais qui sont là-bas ont des contrats? Est-ce qu'on s'est assuré que tous sont affiliés à la CLPS? Est-ce que, si vous partez vérifier, je suis sûr que ce n'est pas ça. Donc c'est pour dire que cette histoire des enquêtes qui sont menées, déjà vous, Duval, quelqu'un vous agresse, vous plaignez à la gendarmerie la plus proche, le commissariat, mais les coups de fil commencent à venir de partout pour intimider l'enquêteur. Et quand le coup de fil ne passe pas, c'est l'argent qui rentre en jeu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, je ne dis pas que c'est les 100% des cas qui peuvent justifier le fait qu'il n'y a pas de suite, mais je peux vous dire que je suis sûr que la corruption y est pour au moins 60-70%. Et maintenant, le reste, ça peut revenir à l'État qui tarde parfois à réagir. Et parfois, les conclusions sont tellement sensibles qu'on peut décider de ne pas publier. Pierre-Emmanuel, bien, je vais faire un peu de science-fiction avec vous. On est là dans une situation où c'est le MRC qui gouverne, qui a le pouvoir. Comment vous gérez ce type de fléau? Comment on fait pour mettre un terme à cela? Comment on fait pour protéger davantage les enfants, notamment les mineurs? Duval, je tiens d'abord à saluer nos téléspectateurs qui nous suivent par millions. Et j'adresse des vives salutations également à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont aussi victimes de l'injustice qui frappe notre pays parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement, ils ont été privés de tous leurs droits, ils ont été enlevés et séparés de leur famille, ils ont perdu leur boulot, ils payent un lourd tribut aujourd'hui à cause de tout ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Par ma voix, le mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne avec fermeté cet acte ignoble de viol qui a été commis sur ce bébé qu'on appelle Joyce. Parce que 3 ans, c'est un bébé. Moi, à ces âges-là, jusqu'à pratiquement 7 ans, je les appelle mes bébés. J'en ai. J'ai beaucoup d'enfants. C'est un bébé, cet enfant-là. Et donc, nous condamnons avec la dernière énergie cet acte et nous adressons tout notre soutien à la famille qui est victime aussi. Alors, Duval, avant de revenir à des solutions, j'aimerais d'abord relever ici que le Cameroun est une société en pleine déliquescence. Nous avons perdu toutes les valeurs morales qui régissent la vie dans une société. Et cela depuis que le gouvernement, le régime que nous connaissons, de Paul Biya, a été mis en place, a pris les rênes du pouvoir. Il y a un cours qu'on enseignait souvent, qu'on nous enseignait lorsque nous étions à l'école primaire, la morale. On enseigne plus ce cours aujourd'hui. Je suis mes enfants depuis le plus petit jusqu'à ceux qui font le probatoire cette année. On les enseigne plus la morale à l'école. Vous avez constaté que les enfants de plus en plus sont victimes des vers intestinaux, les menacent. Ils sont constamment malades. À notre époque, on ne connaissait pas ça parce qu'on venait nous donner métisane à l'école. On nous donnait ça, c'est-à-dire que et depuis l'école, l'État prenait les mesures pour que les enfants soient protégés, pour que les enfants se portent bien, pour que les enfants soient en santé. Non seulement au niveau de l'école, on venait à la maison faire aujourd'hui, ce sont des sociétés privées qui sont chargées de ça, mais à l'époque, vous restiez comme ça. Les gens venaient chez nous à EDEA, ils entraient, le service d'hygiène et salubrité, pour désinfecter les toilettes, se rassurer, désinfecter les chambres des enfants, se rassurer que les enfants dorment dans les meilleures conditions. Tout cela n'existe plus. Les avions survolaient l'espace pour verser. Je me souviens, on partait souvent, c'est Laval à Sanaga, de temps en temps, on voyait les avions
survoler l'espace de la Sanaga pour pulvériser des produits contre les moustiques. Alors, tous ces programmes dont l'objectif visait à promouvoir la bonne éducation de l'enfant, la protection de la famille et tout ça, ont foutu la merde. Par contre, les ministères continuent à exister. Le ministère de la condition féminine et tout ça là continue à exister et continue à engranger des milliards, des centaines de milliards de budget par an pour ce type de tâches qui ne sont pas effectuées. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est la résistance de tout cela. La société camerounaise est devenue sectarisée. Elle est devenue sectarisée. Tout le monde a, pour ceux qui ont lu le livre de Feu Ateba et Yéné sur le Cameroun magico-anal et tout ça là, machin. Le Cameroun est devenu sectarisé. Je n'accepte pas le fait qu'on mette la souffrance, qu'on adosse la souffrance à ce type d'acte ignoble. Un viol d'un bébé, ça ne coche aucune case dans la morale publique, dans le comportement humain normal. Ce sont des actes qui ont trait à des rituels sataniques. Ce sont des actes qu'on peut facilement relier à la sorcellerie. Parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un peut prendre du courage pour souiller un enfant, violer un bébé de cette façon-là. Il a détruit cet enfant. Cet enfant est morte dans le cœur, elle est morte dans sa partie génitale, elle est morte dans ses sentiments. Et elle sera traumatisée si la famille ne prend pas des mesures de la suivre dans un programme de psychiatrie et même de psychanalyse, de prière et tout cela, de conseils. Cet enfant, on pourra la perdre. On pourra la perdre. Donc, cela veut dire que l'État est le premier accusé au premier chef. L'État a abandonné ses missions qui lui permettaient d'être celui-là qui doit veiller sur la protection civile et sur la protection des enfants. Le gouvernement de la République du Cameroun aussi a démissionné de ses missions. Qu'est-ce que le gouvernement fait depuis que cette histoire est arrivée? Ce n'est pas la seule histoire. On a connu l'affaire bébé Matisse, parce que moi, je vais mettre tout ça dans un vase clos. Je ne veux pas seulement séparer les cas. Je ne veux pas mettre le viol à part et les violences faites sur les enfants à part et tout ça. Je mélange tout ça. Tout ça fait partie de la violence. La violence dans laquelle la société camerounaise est plongée. La violence dans laquelle le gouvernement a plongé la société camerounaise. Et toutes les mesures que le gouvernement actuel prend sont des mesures cosmétiques, ne sont pas de nature à enrayer ce fléau de la société. Parce que tout à l'heure, M. Nouga a relevé que les différentes enquêtes qui ont été ouvertes par rapport aux cas qui ont eu lieu par le passé n'ont jamais abouti à quelque chose. La société camerounaise, la population, le peuple a faim de voir les manifestations de la justice. Le peuple a faim de voir les bourreaux de tels actes tomber officiellement. Donc, est-ce que cela nous amène à poser des problématiques qui sont très pertinentes? Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur la loi de 1978 qui prônait la peine capitale au Cameroun? Pour des cas pareils, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre ce débat sur la table et de voir dans quelle mesure, parce qu'il y a des pays qui l'ont fait, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Chine récemment, et l'État de Floride est aussi en train de légiférer là-dessus. C'est-à-dire les cas de viol sur mineurs sont passibles aujourd'hui de peine de mort, de peine capitale. Est-ce que le Cameroun ne devrait pas revenir sur cette loi-là pour permettre, parce qu'il faut des méthodes fortes, puisque c'est un phénomène qui est devenu même un épiphénomène qui ne veut pas s'arrêter. On dirait qu'il y a même de la complicité au plus haut sommet de l'État là-dedans. Donc, je pense que la société, les Camerounais dans la globalité doivent continuer à mettre la pression. C'est pour cela que je félicite franchement les parents, surtout les mamans, qui se sont levés pour aller manifester devant cet établissement scolaire. C'est même ça qui a attiré l'attention du sous-préfet qui s'est déporté dans les lieux et que les populations continuent à réagir de la sorte parce qu'on est mal gouverné. On est plongé dans la malgouvernance. On est entre les mains des gens qui ne se préoccupent pas du bien-être des citoyens. Et donc, nous devons être toujours prompts à réagir pour revendiquer la justice. Edmond Kamgia, cette faillite morale, sociale et sécuritaire ne peut toutefois pas être
détaché de la situation économique de notre pays. Certains analystes soutenant que l'incapacité de l'État à juguler ce fléau découle directement de l'asphyxie financière qui paralyse l'État. Retenez votre souffle, 2000 milliards de francs CFA, c'est la somme astronomique qui s'est évaporée des caisses de l'État à cause du trafic de l'or, un pillage intolérable alors que dans le même temps, les caisses de l'État sont vides. Pire encore, la dette publique vient de franchir un nouveau cap dramatique en bondissant de 14 000 à 15 000 milliards de francs CFA. Comment peut-on stopper cette hémorragie? On le voit bien, faillite morale, faillite financière, faillite économique, globalement malgouvernance sur le plan économique et financier. Le Cameroun ne cesse de plonger encore davantage vers les abîmes. Et nous voilà dans un pays où la protection de l'enfance et de la famille n'est pas assurée du tout, malgré nos lois qui existent, qui ne sont pas appliquées ou alors très mal appliquées. Nous avons au Cameroun des ministères, le ministère de la protection de la femme et de la famille. J'aimerais bien savoir si dans ce ministère qui est censé protéger la famille, il existe, n'est-ce pas, des attributions qui permettent d'agir sur le terrain, sur la protection de l'enfance. Parce que l'enfance, c'est la base, la famille, c'est la base, c'est la cellule souche de la société. Si on ne peut pas protéger la société va en partie, la famille va mourir, il n'y aura plus de société camerounaise. Maintenant, sur le volet que vous avez évoqué par la suite, on se rend bien compte que nous avons un gros problème, que le gouvernement a un gros problème au niveau de la transparence sur la gestion de ses ressources, notamment les ressources minières. Et je voudrais rappeler que dans le même temps, on dit que l'État du Cameroun a perdu près de 2000 milliards de francs CFA entre 2021 et 2025 à cause de l'exploitation illégale de 44 tonnes d'or vers Dubaï, selon les révélations de la Sonami. C'est incroyable parce qu'au Cameroun, il y a un ministère chargé de l'eau et de l'énergie, il y a un ministère des mines. Je précise que depuis que le ministre en charge, n'est-ce pas, de l'énergie, des mines est décédé, celui qui exerce la fonction l'exerce par intérim. On n'a toujours pas un nouveau ministre des mines. Ça fait longtemps que ça dure. On n'attend pas seulement le vice-président de la République, on n'attend pas seulement le nouveau gouvernement, on attend aussi ceux qui vont remplacer les morts dans les postes ministériels où on n'a plus de ministres, dans les sociétés où on n'a plus de directeurs généraux parce qu'ils sont décidés, dans des fonctions stratégiques sur lesquelles je ne vais pas revenir encore, où on a le sentiment qu'on n'est presque plus gouverné normalement. Revenons sur la question que vous avez posée pour dénoncer, vraiment il faut dénoncer avec toute l'énergie nécessaire ce constat qui a été fait sur, j'allais dire, la perte de ces milliers de milliards dans le domaine de l'or montre simplement que le gouvernement ne fait pas son travail et que les institutions chargées, compétentes de s'assurer de la traçabilité de cet argent, de la vérification et de faire en sorte que nous puissions dire qu'au Cameroun, on vérifie véritablement que telle quantité est partie et voilà telle quantité qui est effectivement arrivée et que nous puissions avoir cela dans un document, ce qui n'est pas le cas. La preuve, c'est que le Cameroun, qui appartenait hier à la plateforme de l'ITE, l'initiative de transparence sur les industries extractives, n'y figure plus. Parce que on n'a pas respecté tous les critères qui permettaient d'être membre de cette plateforme. Et dès lors qu'on n'est plus membre de la plateforme, cela signifie que tout ce que l'on fait dans ce sens-là n'est plus reconnu par les instances habilitées à nous apprécier, à nous juger. C'est pour cela que je ne suis pas surpris que nous perdions tant de milliards par rapport à l'exportation, j'allais dire, frauduleuse ou illégale de l'or. Et vous savez, et depuis un certain temps, notamment depuis que le Cameroun a ouvert ses portes à l'exploitation artisanale, je mets artisanat entre guillemets,
à certaines sociétés qui sont gérées par les Chinois et d'autres puissances étrangères, c'est à partir de ce moment que nous n'avons plus le contrôle des sorties de nos minéraux, notamment l'or et d'autres minéraux importants et stratégiques qui ne figurent nulle part sur aucun document vérifiable et traçable capable d'être justifié devant une commission éventuelle du Parlement. Et cela n'est pas de nature, je le dis encore une fois de plus, à rassurer sur la manière dont le gouvernement camerounais gère ses ressources minières, pétrolières, gazières. Et ce n'est pas... Mais Edmond, vraiment, je crois que la question que je me pose, c'est la même que se posent tous les téléspectateurs. On parle de 2000 milliards Oui, effectivement. de francs CFA que l'État a perdu en 5 ans dans le trafic de l'or. Oui. La question qu'on se pose, c'est comment on fait pour que toute cette quantité d'or sorte du Cameroun? Parce que là, c'est ce qu'on a identifié. On parle de Dubaï. Oui. Maintenant, on ne sait pas, il y a certainement d'autres destinations. Effectivement. Parce que même la quantité qu'on a indiquée, on n'est pas sûr que ça doit être un peu plus que cela. Mais comment on fait? À quel niveau se trouvent les failles? Qui sont les complices de cette affaire-là? C'est tout simplement la mafia. Il y a la mafia. Une mafia qui existe, qui gère les minéraux du Cameroun, qui ne sont pas du tout contrôlés. Je dis c'est une importante mafia qu'il faut dénoncer, avec toutes les complicités au sein du gouvernement et en dehors du gouvernement. C'est une mafia. Simplement, c'est une mafia. Et moi, la question que je me pose, c'est celle de savoir pourquoi il n'y a pas, dans le contrôle de l'action du gouvernement, des questions. C'est vrai. Ça, c'est la première partie du volet. On dit qu'il y a les questions écrites et orales. Mais ça ne suffit pas, même s'il y a des questions écrites et orales. Il y a certains députés de l'opposition qui posent de bonnes questions. Mais il faut la mise sur pied d'une commission parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale pour répondre à cette question. Il faut une enquête parlementaire sur l'exploitation et l'exportation des minéraux du Cameroun. C'est ce que nous attendons au jour d'aujourd'hui. Alors, Maurice Nunga, il faut peut-être repriser la situation pour que cela soit bien clair dans l'esprit des gens. On est dans un pays où la dette augmente d'année en année. On vient de donner les chiffres qui ont été publiés par la CA. On était à 14 000 milliards de dettes. Il faut donner des chiffres précis. En fin 2024, on était à 14 237 milliards de francs CFA. La note de conjoncture mensuelle publiée par la CAA indique que en fin mars, 31 mars, l'encours total était à 15 416 milliards de francs CFA. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on apprend que le Cameroun est en train de se préparer à s'endetter encore, c'est-à-dire à emprunter 7 689 milliards de francs CFA. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'en même temps, on apprend que l'État a perdu 2000 milliards de francs CFA dans le trafic de l'or. Est-ce que c'est juste que aujourd'hui, n'est-ce pas, que le fardeau, n'est-ce pas, d'un nouvel emprunt puisse se peser sur les contribuables alors que l'État, visiblement, a du mal à sécuriser ses ressources minières? Duval Fanga, j'ai de la peine à aborder ce sujet, mais j'ai aussi de la joie à l'aborder. Pour la simple raison que dans une autre vie, j'ai été en contact avec des plateformes financières importantes qui ont traité des sujets comme celui de l'or. Donc c'est un sujet pour lequel j'ai un confort assez particulier. Je voulais dire que l'exportation de l'or obéit à des principes fondamentaux. Elle commence d'abord par le pays dans lequel l'or est produit en lui prescrivant des autorisations préalables, ça veut dire des licences et des agréments, pour baliser le chemin pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Après, il y a une traçabilité stricte. Le suivi de l'extraction, ça ne pas le suivi de l'extraction à la vente. Et il y a la conformité aux normes internationales pour éviter les flux illicites. C'est les trois principes qui commandent la transaction aurifère. Évidemment, cette transaction aurifère est régulée par la London Bullion Market Association. Ça veut dire que c'est à Londres
que toute l'or du monde est répertoriée, qu'elle soit en gold dust ou en barre. Donc qu'elle soit en poudre d'or ou en lingot. Elle est répertoriée là-bas. Maintenant, la question fondamentale, ce qui est pernicieux dans ce qu'on fait, ce que nos dirigeants nous font, c'est que pourquoi est-ce que le Cameroun a choisi Dubaï? Au-delà de ça, la contrainte internationale la plus efficace sur l'or est faite par l'OCDE, l'Office de coopération et développement économique. Et cette OCDE a 38 pays qui achètent de l'or avec une contrainte énorme de la traçabilité à la vente, à la commercialisation. Les autorités camerounaises ont fait fi de tout ça. Edmond l'a dit tout à l'heure, nous avons été extirpés de l'ITIE parce que pour notre incapacité à prouver notre traçabilité et à être transparent. Et pour les problèmes de l'or, nous avons évité tous les comptoirs d'achat d'or qui sont des comptoirs qui pouvaient refléter les quantités et la traçabilité sérieuse. Parce qu'au Cameroun, les statistiques sont miroirs. Pour connaître les statistiques du Cameroun, on les regarde chez ceux avec qui le Cameroun fait des transactions. Et nous y sommes installés et que ça ne peut pas nous échapper. C'est la raison pour laquelle, à Dubaï, la traçabilité n'est pas la même. Les contraintes ne sont pas les mêmes que sur le marché financier. Les exigences ne sont pas les mêmes. Parce que sur le marché financier international, l'or qui arrive, on doit savoir ses origines, ses estampilles, pour éviter que ce soit l'or qui vient des territoires de combat, ou bien de l'or illicite, ou bien qui provient du sang, ou bien du non-respect des droits de l'homme. C'est ça, c'est les principes. Et c'est le même principe qui guide la convention de Kimberley sur l'exportation des diamants. Aussi clair que ça. Donc le fait que les Camerounais aient choisi Dubaï, au lieu de se conformer à des normes de prescription internationale fiables, démontre à suffire que l'intention première était de dissimuler au Cameroun, au peuple camerounais, par ceux qui gouvernent, par ceux qui sont en charge de cela, les quantités d'or qui sont produites et celles qui sont vendues. Ça c'est établi. C'est évidemment établi. Donc, l'autorité, ces autorités le savent. Et le Cameroun, donc, qui? La Sonamine. Regardez bien. Est-ce qu'il est normal qu'une société comme la Sonamine, qui a créé Raka, que 44 tonnes d'or depuis 2021 à 2025 n'ont pas été déclarées et que les montants, la perte est de 2 000 milliards, est-ce que la Sonamine même devrait même se tirer une balle dans la tête pour la simple raison que, mais je voudrais savoir raison garder envers elle parce que nous sommes au Cameroun. Et bien, la question lancinante qu'il faut se poser, c'est que de l'exploitation de l'or à sa production, à sa commercialisation, qui contrôle la chaîne au Cameroun? Qui émet les licences? Les licences appartiennent à qui? Qui commercialise l'or? C'est pour ça que, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025, l'Union des populations du Cameroun avait travaillé sur un projet commercial important sur les minéraux. Et si on avait permis au candidat du PC que nous avons investi à l'époque, le docteur Yamtimba, on vous aurait apporté notre proposition sur l'or. L'UPC se proposait que l'or du Cameroun soit nationalisé et qu'elle soit constitutionnalisée, dans ce sens qu'elle soit mise dans le marbre de la Constitution comme étant une valeur, comment dirais-je, c'est-à-dire que nous voulions que l'or soit une valeur, une garantie monétaire pour l'État du Cameroun. Parce que, Duval Fango, admettez quand même que le dernier pays producteur d'or au monde, c'est l'Iran. L'Iran possède 69 tonnes d'or. Alors, on vous dit qu'au Cameroun, vous avez perdu en 5 ans 44 tonnes. Ça veut dire que si le Cameroun s'arrange à avoir sa réserve d'or, on pouvait entrer dans le cercle très fermé des pays possesseurs de l'or. Et nous savons, Duval Fango, que qu'on le veuille ou pas, dans ce monde-ci, quand on produit de l'or, quand on a de l'or, l'or est la valeur refuge stable de l'économie mondiale depuis près de 28 ans. Et sa valeur est allée s'augmentant chaque année. Aujourd'hui, tous les pays qui possèdent l'or, cet or-là est quelque chose qui les permet d'éviter toutes tous les cercles vicieux de l'économie qui peuvent survenir à un moment de leur vie. Parce que même les institutions les moins soupçonnées, je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'une institution comme le FMI a presque 2815 tonnes d'or dans ses coffres? Parce que quand le FMI a été créé, les pays membres payaient leur quantité en or. Mais non seulement ça, certains pays qui voulaient avoir les devises des autres pays, comme l'Afrique sur la France, en 10 ou en 11, payaient en or pour avoir les devises de l'autre pays. Tu comprends le rôle central de l'or dans l'économie des pays comme les nôtres. Donc on ne peut pas traiter le problème de l'or au Cameroun comme étant un problème simple. Et en plus, avant de continuer, oui. Là vous parlez d'un schéma classique.
où on a un État normal qui fait l'exploitation de façon normale et qui vend à l'extérieur pour obtenir des devises normalement. Mais là, on parle d'un trafic illégal. C'est-à-dire que l'État lui-même semble surpris par la quantité d'hommes qui a été vendue à Dubaï et qui... L'État, Duval Fangwa, si je puis me permettre, l'État n'est pas surpris. L'État n'est pas surpris. Parce que sur le plan international, par exemple, je vais prendre un cas simple, les transporteurs d'or les plus reconnus... Mais si l'État n'est pas surpris, comment cet or fait pour sortir? C'est là où je voulais en venir. L'or sort parce qu'il y a une mafia établie qui a décidé de caporaliser les intérêts du Cameroun au profit des intérêts partis. Une mafia qui dépasse l'État, le gouvernement. Parce qu'elle est dans l'État du Cameroun. Cette mafia est dans l'État. Qu'est-ce qui peut faire que vous avez un ministre stratégique comme l'or et vous avez une déliquescence économique, vous traversez des zones de turbulence économique sérieuses avec les prêts non concessionnels qui nous coûtent les yeux de la tête. Parce que vous le disiez tantôt tout à l'heure, on va y revenir tout à l'heure, avec des prêts dangereux et qu'un pays s'arroge de perdre 2000 milliards en 4 ans de l'argent frais qui est parti, qui aurait pu participer à beaucoup de choses. Pour votre gouvernement, je vais vous dire, ce pillage du Val Fangwa n'a pas seulement commencé aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Parce que c'est des centaines de milliards qui sont volés à l'État chaque année. Si je vais vous donner quelques indices. En 2021, le Cameroun a déclaré avoir exporté 4 kg d'or vers les Émirats. Pour les douanes des Émirats, c'était 10,6 tonnes reçues. Selon Forest Trends, qui est une société d'audit et d'expertise internationale crédible, le rapport 2022 rapporte que cela représente une perte de 660 millions de dollars que le Cameroun a perdu. Entre 2016 et 2020, le Cameroun a officiellement exporté 1,9 milliard de dollars de bois vers la Chine et le Vietnam. Mais ces pays ont déclaré avoir reçu que 2,3 milliards, soit un écart de 422 millions de dollars que le Cameroun a perdu. Selon le Pulitzer Center, entre 2013 et 2018, la Chine a déclaré avoir importé 1,49 milliard de dollars de bois. Mais le Cameroun n'a reconnu que 693 milliards, soit un écart de 804 millions de dollars. Moralité. Selon Enact Africa, laissez-moi terminer, en 2017, 1,4 million de grumes palissandres ont quitté le Cameroun illégalement avec une valeur de plus de 300 millions de dollars. Rien que dans le secteur du bois, le Cameroun a perdu plus de 722 millions en 5 ans. Alors si tu fais 660 millions de US dollars pour l'or et les 722 millions pour le bois, une somme, le Cameroun a perdu en 16 années-là 1,38 milliard de dollars. Et l'étude que nous avons faite au sein de notre parti, c'est mieux de donner 100 $, vraiment, parce que c'est mieux de donner $1, parce que si on en CFA, le chiffre donne du tournis. Ça donne le tournis, mais sauf que voilà ce que ça aurait fait dans notre pays. Ça aurait achevé l'autoroute Yaoundé-Douala, ça aurait bitumé Douala-Marois, 1500 km, ça aurait construit 950 hôpitaux de district, ça aurait bâti 23 000 salles de classe rurale, ça aurait lancé 2 lignes ferroviaires régionales et ça aurait donné l'eau à 6 millions de personnes. Voilà en fait le dommage. Voilà en fait ce que la gabégie nous coûte. Voilà en fait ce que ceux qui ont pris le Cameroun sous le boisseau, dans un plafond de verre, pour le diriger vers des intérêts qui ne sont pas les nôtres, nous plongent. Donc l'or, ce qui se passe à l'or de Dubaï nous démontre seulement à suffire ce que nous allons découvrir dans ce pays le jour où le régime de mon grand frère cher estimé Ambassa ne sera plus ici, on va découvrir parce qu'on n'a pas le pouvoir de la chose qu'on ne découvre pas. Celles-ci on les découvre parce qu'on essaie de fouiller un peu partout, mais ça n'a que trop duré, il faut que ça s'arrête. Parce que 2000 milliards pour un pays, le Cameroun, je vais te dire, le Cameroun, vous l'avez dit tout à l'heure, le Cameroun a un besoin de financement sérieux et bientôt on va lancer encore des emprunts non constitutionnels pour mettre le contribuable camerounais beaucoup plus dans le puits. C'est très grave, il faut que ça s'arrête. Robert Mouté Ambassa, je vous avoue que les chiffres évoqués par Maurice Lunga donnent du vertige. Au point où je crois que j'ai perdu les manettes dans mes notes. Je ne sais plus quelle question vous posez sur cette affaire. Répondre à tout ce qui a déjà été posé. Ça va nous permettre d'avancer, vous donner des Comment on fait dans un pays qui est endetté, qui s'endette tous les jours, qui se prépare encore à s'endetter? Comment on fait pour perdre 2000 milliards de francs CFA dans le trafic illicite de l'or? Et les chiffres qu'il a donnés indiquent que ça, c'est seulement pour l'or. Parce que si on entre dans d'autres secteurs, on risque d'avoir pire. Oui, merci pour la question. J'espère que tu vas me laisser un peu plus de temps, un peu de temps comme lui pour développer. Parce que je vais vous donner des éléments d'information, des chiffres qui vous feront 2 fois plus froid au dos.
Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'euphémisme dedans, s'il vous plaît? Parce que ce qu'il dit n'est rien par rapport à la réalité. La réalité est plus grave. La réalité est plus grave. Vous voulez effrayer les téléspectateurs? Non, je dis la vérité. Vous savez, je suis quelqu'un, c'est mon secteur, mine, énergie, pétrole. Tout ça, c'est la même chose. Le pétrole est une mine liquide. L'or est une mine solide. Et tout ça, c'est de l'énergie. Y compris l'eau, l'électricité et tout ça. C'est mon secteur. Et je le connais très bien. Et donc, je dis ceci, par rapport à la dette, le principe est simple. N'importe qui peut être ministre des Finances au Cameroun aujourd'hui. On emprunte pour payer les dettes. N'attendez pas de voir la dette baisser. Elle va augmenter. Puisque quand on emprunte, on passe le temps à payer les trucs au-dessus, les intérêts. Le capital est toujours présent. Ok? Je ne veux pas traîner là-dessus parce que je veux donner des éléments. Des financiers doivent pouvoir mettre le nez dans ce secteur mine, énergie, pétrole. C'est très important. C'est une niche au lieu d'aller dépouiller les collectivités territoriales décentralisées, au lieu d'aller dépouiller les pauvres Camerounais. On va empêcher les Camerounais d'avoir des téléphones parce qu'on cherche 5-10 milliards, alors qu'il y a des niches qui donnent des milliers de milliards. On va aller pleurer, se mettre à genoux devant le FMI pour 50 milliards, alors qu'on peut avoir des milliers. Non, ça suffit. Nous avons atteint un moment où ça doit être un devoir, un droit d'inventaire. Il faut se dire la vérité. On ne peut pas continuer comme ça. Donc je dis ceci, la dette, on ne peut pas s'endetter pour payer la dette. Ça, n'importe quel modèle économique, n'importe qui peut être ministre des Finances dans ce cas-là. Je veux dire une chose. Pourquoi on s'endette? C'est parce que nous ne sommes pas industrialisés. Le petit tissu industriel qui existait est mort. Pour remonter, il faut commencer par s'industrialiser. Et pour le moment, on ne le fait pas. Rien même n'est programmé. Et donc, les matières premières ne doivent plus être exportées brutes. Il faut les transformer sur place. C'est ça qui crée la valeur ajoutée. C'est ça qui crée la richesse et les emplois. Et donc, par rapport aux milliards annoncés par la Sonamine, 2000 milliards, c'est peu par rapport à la réalité. Ça, c'est une seule destination, Dubaï. Une seule. Je peux vous garantir que la destination Chine est beaucoup plus importante que celle de Dubaï. OK? Donc, ça fait que, prenons ces chiffres, 2000 milliards sur 5 ans, ça fait 400 milliards de pertes par an. Je vous donne d'autres chiffres supplémentaires. On a engagé l'exploitation de fer. Je l'avais dit sur ce plateau, je le répète aujourd'hui. Quand vous délivrez une autorisation d'exploitation, vous devez payer ce qu'on appelle le pas de porte. Et le pas de porte, c'est minimum $5 pour la tonne brute, à 66%. Et les 3 permis d'autorisation qu'on a donnés, le Cameroun devait attendre minimum 1000 milliards par permis. Le Cameroun n'a rien reçu. C'est nulle part. Et même dans le contrat qu'il y a l'État à ces entreprises, il n'y a pas de pas de porte. Ils sont passés où? C'est obligatoire, partout dans le monde. Je dis ceci. Je reviens maintenant dans le secteur pétrole. Je l'ai annoncé quelque part, je crois ici, que d'ici mi-2026, la liquéfaction de gaz qui était prévue va s'arrêter. L'entreprise, comment elle s'appelle, Eli Epicio, une filiale de Golar, a annoncé depuis le 20 mai qu'ils partent bientôt là d'ici juillet. Vous savez combien on va perdre? À peu près 215 milliards par an de pertes. Il n'y a pas de solution de remplacement. Et donc, quand vous voyez un peu ces chiffres, je ne peux pas aller plus loin, parce que je peux tenir une émission de 2 heures tout seul pour expliquer tout ça. Peut-être qu'il va falloir me prévoir. Alors, quand j'ai une entreprise qui part et qu'on va perdre 215 milliards, comment? La mécanique, c'est quoi? La mécanique est très simple. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, Golar, le gaz naturel liquéfié qu'il produisait, le contrat prévoyait que les entreprises d'exploitation ont 75%, nous on a 25%. La quote-part, environ, le Cameroun gagnait 100 milliards par an pour le gaz naturel liquéfié, produit à Kribi, sur un chiffre de plus de 300 milliards. Maintenant, le même Cameroun, vous savez, quand vous produisez du gaz naturel liquéfié, il y a les condensats. C'est du pétrole liquide, très liquide, qui est comme de l'essence.
On appelle ça des condensats. Et les condensats, l'usine de production générait 5000 barils de condensats par jour. Et quand on ramenait ça sur un an, ça fait l'équivalent de 100 milliards encore en termes de barils de pétrole vendus. Et maintenant, cette même liquéfaction générait 30 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié, ce qui est différent de gaz naturel liquéfié. C'est ce gaz de pétrole liquéfié que vous utilisez dans les maisons, qu'on vous met dans les bouteilles de 12,5 kg. Et l'équivalent peut atteindre dans les 15 milliards par an. Maintenant que cette entreprise s'en va, elle s'en va pourquoi? C'est très simple. Les réserves de gaz qui étaient exploitées pour faire la liquéfaction sont presque terminées. Normalement, SNH et les opérateurs devaient faire des forages par anticipation pour compenser parce qu'on a beaucoup de gaz. Mais c'est des opérations très lourdes. Je l'ai dit quelque part dans une sortie que l'exploration a été arrêtée depuis peut-être 15 ans. Et les indépendants qui sont là aujourd'hui n'ont pas la même capacité que Total, Mobile, Exxon et autres. C'est des grands groupes, c'est des majors qui ne lésinent pas quand il faut mettre les moyens. Les petits indépendants, ils calculent un peu, c'est un peu comme les détaillants, quoi. Ils vissent un peu partout, ils optimisent. Donc, alors, l'une des conséquences, justement, c'est que l'État va perdre beaucoup d'argent. L'État va perdre beaucoup d'argent. Mais est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur le consommateur, sur le... Mais bien sûr, il ne faut pas accélérer, hormis la guerre du Moyen-Orient, avec ce départ de Ili Epicéo, les tensions de trésorerie seront encore plus fortes. Vous croyez que jusqu'à présent, on n'a pas débloqué le budget, pourquoi? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les ministères, jusqu'à présent, ne font rien. Donc, pour dire que quoi, je reviens sur les mines maintenant. Oui. Pour dire, on a parlé de mafia ici tout à l'heure. Oui. La grosse mafia, c'est au ministère des Mines. La pauvre Sonamine, on a créé, on ne lui a rien donné. Ni rien pour contrôler, ni rien pour agir sur le terrain, ni rien pour réprimer, rien. Mais en fait, ils sont devant, mais les vrais gens qui ont tout le pouvoir des mines sont au ministère. Il y a plus de 200 entreprises d'exploitation artisanale, entre guillemets, illégales. Et dans ces 200, c'est 215, quelque chose comme ça. Dans ces chiffres, vous avez une soixantaine qui ont l'autorisation du ministre actuel de faire dans la semi-mécanisation. Pourtant, c'est interdit. De par nos lois, c'est interdit. Ils ne devaient pas signer ça. Il en a signé une soixantaine. Et la semi-mécanique pour l'artisanal, c'est jusqu'à 30 mètres de profondeur. Les gens vont à plus de 30 mètres de profondeur. Là, on part chercher les gros morceaux, là, les gros, là. Ils descendent. Vous comprenez? Pourtant, c'est interdit. Le ministre le sait, mais ici, ça, c'est un premier aspect des choses. Les autorisations. Il y a 3 niveaux d'autorisation. La tsunami n'est pas dedans. L'attribution des blocs, c'est le ministère. Et maintenant, c'est le ministre qui attribue. C'est le ministre qui autorise. C'est le ministre qui fait les contrôles. Alors, comme il autorise, comment on appelle ça, l'exploitation artisanale est réservée à 100% aux nationaux, aux Camerounais. Mais 98% des gens qui font l'artisanat sont des Chinois. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre autorise à un Camerounais, le Camerounais fait délègue à un Chinois. Il sous-traite. Le Chinois qui fait le travail sur le terrain, le Camerounais n'a rien pour le contrôler. Le Chinois, il ne lui déclare même rien. Chaque fois, il lui dit que je n'ai rien trouvé, mais ils ne partent jamais, ils sont là. Ils n'ont rien trouvé, mais ils sont toujours là. Donc, du coup, le ministre autorise à son niveau. Quand ça arrive sur le terrain, le délégué régional, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ses propres autorisations à l'insu du ministre. Parce que le ministre crée aussi des autorisations à l'insu de ses collaborateurs, directeurs des mines sous direction du cadastre minier. Tu vas dans son cabinet, il te donne l'autorisation directement. Et tu vas sur le terrain. Vous ne parlez pas au conditionnel. Non, je vous dis ce qui se passe. J'ai les parlez pas au conditionnel. J'ai les documents de ce que je dis. Mais même Robert Mouka, vous avez terminé. Je vous relance. Parce que vous allez me faire perdre le fil de... Non, je vais vous relancer. Okay. Mais je ne comprends pas. Vous indexez le ministère? Non, je vous dis le ministère, je vous le dis clairement. Je comprends. Or, on a mis en place une société qu'on appelle la Sonamine. Oui. La Sonamine n'a rien pour travailler. Non, on n'entend pas la Sonamine. Mais vous voulez que le DG se paye, le ministère va le virer, le ministre va le virer. Il ne démissionne pas, pourquoi? Ah, attends, ça c'est encore autre chose. C'est un jeune qui est en train de vouloir changer les choses, mais on est en train de tirer à boulet rouge sur lui. Il n'y est pour rien, il souffre comme tout le monde.
Je prends un autre cas, terre à terre. Vous n'avez pas voulu que je continue à développer l'autre Allez-y. côté. Donc, le même ministre en poste, en 2023, je te l'avais dit sur ce plateau, il a autorisé la sortie de 15 kg d'or. Oui. Mais le bilan annuel de l'année de l'État, c'était 22 kg d'or pour toute l'année 2023. Le seul que le ministre a autorisé de passer là, c'est passé où les 15 kilos. Donc pour revenir à dire que le ministre autorise à partir de son cabinet. Parfois le directeur des mines, les gens du cabinet ne sont pas au courant. C'est les gens du terrain qui se rendent compte qu'ils sont sur le terrain et même les Yaoundé ne les connaît pas. Maintenant, le délégué régional, qu'est-ce qu'il lui fait? Il crée ses réseaux. Il a deux possibilités. Les Chinois viennent le voir, il leur donne des parcelles de terre. Et surveille, quand le contrôle vient de Yaoundé, il leur dit, bon, pendant une semaine, dégagez. Quand le contrôle part, ils reviennent. Ça, c'est le côté caché. L'autre côté visible, où les gens ne fuient pas le contrôle, c'est que quand le ministre, quand vous donnez une autorisation d'exploitation artisanale, on met les coordonnées de votre bloc qui sont jointes à l'autorisation. Qu'est-ce que le délégué régional fait sur le terrain? Il prend l'autorisation du ministre, il change les coordonnées. Si les coordonnées sont en DB Panda, il enlève les coordonnées, mais le bon à plus haut. Mais celui qui vient contrôler voit bien qu'il y a l'autorisation. Et il voit les coordonnées qu'il y a dessus. Comprenez? C'est le système qu'il y a sur le terrain. Et ça, c'est au niveau du ministère. La grosse mafia, c'est le ministère lui-même. Alors, maintenant, je parle, maintenant, ils ont, terminé. comme les Chinois ont envoyé à 98% le système, ils ont corrompu toute l'administration générale. Je dis bien toute. J'ai pris l'exemple d'un gouverneur qui appelle un dimanche pour chercher à recouvrir l'argent d'un Chinois. Vous trouvez ça normal? Tout un gouverneur, hein? Donc, sans même chercher à savoir. Et quand vous essayez de savoir pourquoi il fait ça, il dit non, il faut éviter les incidents diplomatiques. Quel incident diplomatique? Les gens qui sont au pays, ils ne respectent rien. Ils ne respectent même pas les contrats qu'ils signent. Quand vous venez leur demander des choses, ils n'entendent, ils ne comprennent pas français. Mais quand ils ont besoin de vous, moi cherchez-vous, moi vouloir travailler avec vous, dois vous me donner ceci, cela, ils parlent. Mais après de parler, donc pour dire que cette histoire, je pense qu'il faut restructurer le ministère des Mines. Alors, c'est lui le problème. Avant de donner la parole à Pierre-Emmanuel, je reviens à vous. Je voudrais d'abord préciser que toutes les accusations que vous portez... J'ai les documents. Oui. Toutes les accusations que vous portez contre le ministère des Mines, pour l'instant, nous, on s'en j'ai les documents, je ne parle pas. Parce que là, vous ne parlez pas au conditionnel. Non. Vous affirmez avec des précisions. Mais il y a quand même une autre question que je dois poser. Oui. Alors là, vous parlez de l'exploitation de l'or sur le terrain. Ouais. Maintenant, comment est-ce que cet or fait pour se retrouver à Dubaï? Est-ce que là encore, c'est le ministère? Est-ce qu'il ne faut pas interroger maintenant les services de sécurité, interroger par exemple les services de douane? En tout cas, tous ceux qui sont dans la chaîne de contrôle, par exemple, des frontières, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on va dire quoi, une certaine insuffisance, une certaine faiblesse à ce niveau-là? Même de ce côté-là. Est-ce que c'est le ministre qui importe de l'or à Dubaï? Non, le ministre facilite. Je vous ai pris un cas en 2023 où il a demandé qu'on laisse passer. Donc il intervient jusqu'à l'export. OK? J'ai pris un exemple tout à l'heure. J'ai les documents. Hein? Je ne parle pas de choses en l'air. Donc, c'est le ministère qui est en charge. On a créé la tsunami, on lui a retiré tout. Il faut remettre... Vous savez, tsunami est dans les mines solides, ce que SNH est dans le pétrole, en principe. Il doit avoir les mêmes pouvoirs, mais il n'a pas ces pouvoirs. Même pas attribuer un bloc. Ils n'ont même pas ce pouvoir. Ils sont là pour collecter les redevances sur la base de ce qu'on leur déclare comme ça. Ils n'ont rien pour contrôler. Alors, quand on parle de moi, je lis ce qui s'écrit devant là-bas, on dit, oh, Tsunami a dit ceci, il a dit 2000 milliards, il était ou non. Il ne connaît rien dans tout ça, parce qu'on lui a tout retiré. Et s'il parle, on va le virer, c'est clair. Moi, je parle parce que j'ai cette liberté de ton et je dis non. Moi, je suis resté tranquille pendant longtemps, en étant tranquille, en étant calme dans son coin. On est complice quelque part. J'arrête d'être complice. En tout cas, pour ce qui nous concerne. Alors, et puis Pierre-Emmanuel Bignan, est-ce que l'État est finalement impuissant face au réseau de contrebande ou alors cet État refuse délibérément, n'est-ce pas, de s'attaquer aux intouchables du trafic de l'or dans notre pays? 2000 milliards de pertes dans notre production intérieure brute, dans la production de la richesse du Cameroun
c'est un scandale et c'est énorme. Je prends un cas illustratif simple. La part du budget d'investissement public de l'année 2026 est de 2013 milliards. Donc c'est effectivement presque la même chose. Et Dieu seul sait ce que ce budget d'investissement public peut réaliser comme projet, ces 2000 milliards que nous perdons comme ça, dans un seul secteur d'activité. Mais avant d'y arriver, Duval, je vais présenter aux téléspectateurs et aux Camerounais qui nous suivent quelques photos de la situation de notre dette. L'évolution de la dette publique, je prends 1981, un an avant que Paul Biya ne prenne les rênes du Cameroun. En 1981, la dette publique du Cameroun était évaluée à 302,7 milliards de francs CFA, ce qui représentait 17% du produit intérieur brut. 17% du produit intérieur brut. Avec une population de plus de 9 millions d'habitants. Et c'était dans un contexte où les fonctionnaires n'avaient pas encore subi deux baisses drastiques de leur salaire. Et donc, c'est une période où les enseignants roulaient en Renault, les enseignants de l'école primaire, les enseignants du secondaire, les enseignants de l'université, n'en parlons pas. Habitaient de belles maisons construites par eux-mêmes, par les économies de leur salaire. Les médecins étaient bien payés. Les Camerounais ne mangeaient pas le maquereau. Non. C'est des périodes où le Camerounais mangeait des poissons, c'est-à-dire le bon poisson. Le maquereau, c'était pour le porc. Donc, c'est dans ce contexte-là que notre dette était à un montant de 320,7 milliards et qui représentait 17% seulement du produit intérieur brut. On part de 1981 à 2006. Fin premier trimestre 2006. L'encours de la dette du Cameroun est évalué à 15 416 milliards de francs CFA, ce qui représente 44,3% du produit intérieur brut. Alors, si on ajoute ce que l'État a pour intention de prêter encore cette année, c'est-à-dire 7 689 milliards, ça fait un montant global en fin d'année de 23 105 milliards de francs CFA, qui va placer le Cameroun à pratiquement 64,5 à 65% du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'on commence déjà à dépasser même les seuils de soutenabilité de la communauté économique de l'Afrique centrale. La CEMAC indique c'est 70%. Donc, ça veut dire que c'est très grave. Et ce qui est le plus grave, c'est que la dette du Cameroun n'est pas exploitée à bon escient. Parce qu'il y a des pays qui sont surendettés. Il y a des pays, par exemple, comme la France, qui sont à plus de 100%. Les États-Unis sont dans les 128%, ainsi de suite. Et même en Afrique, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont le niveau d'endettement plus élevé par rapport au PIB. Mais allez voir le niveau de développement économique qu'il y a dans ces pays. Allez voir le niveau d'infrastructure qui existe dans ces pays. On prend des pays, par exemple, comme le Nigeria à côté de nous. On prend le Gabon, on prend la Guinée équatoriale, on prend le Bénin, qui est récent, depuis l'arrivée de Patrice Talon. On prend, qui a réussi à élever les eurobonds à hauteur de plus de 500 millions de dollars entre 2018 et 2019. C'est un record. On prend, par exemple, le Togo. On prend les pays comme la Côte d'Ivoire, je viens de citer le Sénégal, qui sont aussi très endettés. Mais regardez le niveau des infrastructures qui existent dans ces pays. Ils ont des routes très bien construites. Ils ont des autoroutes dans presque tous les artères des villes. Au Nigeria, par exemple, dans les 36 États, tous les États ont des autoroutes. Chaque État, les villes des différents États. Parce que quand on dit le Nigeria 36 États, ce n'est pas 36 villes. Ils ont plus de 80 villes. Parce que chaque État a au moins 5 villes de renom qui ont des routes bien construites. J'ai vu, ce n'est pas des choses qu'on m'a raconté. Je suis allé à l'état de Anambra, j'ai vu des villes comme Accra, je suis allé à l'état de Lagos, je suis allé à Enugu, ainsi de suite. Vous voyez comment on construit des routes selon des standards internationaux comme aux États-Unis. C'est là où j'ai découvert qu'on coule des routes. On met le béton armé avec des fers de 16, on coule la route. Mais regardez l'épaisseur qu'on utilise au Cameroun pour construire nos routes.
une épaisseur qui est dérisoire. Nos routes ne tiennent même pas 6 mois. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque la société qui a exécuté la route finit et que l'État réceptionne la route, 6 mois plus tard, venez voir les nids d'éléphants qu'on retrouve sur cette route-là. Donc, on a ce cas de figure. Alors, quand on compare, par exemple, au niveau... parce qu'on a pris des photos sur le niveau d'endettement. Regardons la croissance. Dans tout cet endettement, le Cameroun, cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international, va stagner à 3,3% de croissance économique. C'est-à-dire qu'on ne va même pas atteindre les 3,9% de l'année dernière. Vous imaginez? Dans le même temps, vous avez les nouveaux pays, les pays jeunes. Quand je dis jeunes, en matière de démocratie et de développement, comme par exemple le Togo, qui a connu une croissance de 7%, avec un gouvernement dont tout le monde sait que c'est un gouvernement qui est démocratique. Patrice Talon, deux mandats après, il a quitté le pouvoir. Un nouveau président vient d'être élu. Donc, leur taux de croissance économique n'est pas une surprise. Parce qu'ils misent sur la performance, les indicateurs de performance. Ils sont à 7%. Vous avez par exemple le gouvernement sénégalais qui a amené le taux de croissance en 2025 à 6,7%. Vous avez la Côte d'Ivoire qui est à 6,2%. Vous avez les pays comme par exemple le Burkina Faso qui a connu des guerres, des coups d'État qui sont à 5% de croissance, au-dessus du Cameroun. Vous avez les pays comme par exemple la Guinée-Conakry qui est à 7,2%. Allez voir les chantiers qu'il y a en Guinée-Conakry. Le travail qui est en train d'être abattu là-bas par le gouvernement. Le groupe Alcan qui devait travailler conjointement avec le gouvernement camerounais pour le projet d'extension de la LUCAM, n'ayant pas trouvé une issue favorable, ils se sont retrouvés avec des portes fermées par le gouvernement camerounais, ils se sont déployés du côté de la Guinée-Conakry. Ils ont un chantier colossal de ce côté-là, dans l'extraction et la transformation de la bauxite et de l'aluminium. Donc, vous avez ce genre de cas de figure. La richesse produite, regardez deux pays comparatifs, on les compare depuis le temps de Aïdjo et Houphouët-Boigny, c'est pas comme aujourd'hui que ça a commencé. Je vais prendre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 32 millions d'habitants. Le Cameroun a 30 millions d'habitants, après avoir fait le dernier recensement qui date de 2005. Ça veut dire que dans la réalité, on est même plus que ça. Plus. Donc, prenons les statistiques de 2005. Nous sommes presque sensiblement au même niveau de population. Cependant, regardez le produit intérieur brut. Pour ceux qui nous suivent, le produit intérieur brut, c'est la richesse produite dans un pays au cours d'une année. Le produit intérieur brut du Cameroun de l'année 2025 est de 39 000 milliards, pendant que la Côte d'Ivoire est à 62 924 milliards. C'est-à-dire qu'on a sensiblement le même niveau de la population. Mais la richesse produite en Côte d'Ivoire au cours d'une année comme 2025 est le double de celle produite au Cameroun. La différence est à quel niveau? La différence est au niveau des infrastructures et des investissements. Vous allez voir que les pays qui ont une vision, par exemple, de développement, mettent une part de budget public, de budget d'investissement public un peu élevée. Celle du Cameroun en 2025 était de 23%. Or, nous, au MRC, l'objectif c'est d'atteindre 40%. Si le MRC aujourd'hui était au pouvoir, on devait, sur une période de 5 ans, ramener progressivement ce budget d'investissement public à 60%. Parce qu'on a pour objectif de développer toutes les activités économiques dans chaque secteur dans notre pays. On prend par exemple le cas de l'agriculture. Au niveau de l'élevage, le Cameroun est le 15e cheptel en Afrique, avec une production au niveau du cheptel bovin de 5 millions de têtes de bœuf par an. Pendant ce temps, le Tchad qui est à côté de nous est le 2e en Afrique, avec plus de 39 millions de têtes de bœuf par an. Alors, l'un des objectifs du MRC, c'était de positionner le Cameroun sur les 2 premières années au pouvoir dans le top 10, avec une production qui serait accrue, multipliée par 3, à au moins 15 millions de têtes de bœuf. Donc voilà autant de choses, de défis que nous avons à relever. Comme pour dire que la dette que nous sommes en train de prendre actuellement, elle ne construit pas les routes. Nous n'avons pas d'échangeurs, nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Nous avons les plus mauvais salaires qui existent en Afrique.
il y a une fuite de cerveau qui va tous les jours vers le Canada, cette dette ne nous sert à rien en réalité. C'est une dette qui sert à enrichir les pontes du régime qui nous gouvernent depuis 43 ans, bientôt 44 ans aujourd'hui. Donc je vais revenir maintenant sur le scandale de l'or. Oui, rapidement, pour qu'on avance sur le scandale de l'or. Sur le scandale de l'or, ce que je veux dire, c'est que j'ai d'abord démontré ici que les 2000 milliards représentent le budget d'investissement public de cette année. Donc c'est énorme. Ensuite, de l'autre côté, on va directement incriminer le gouvernement de la République. Pourquoi le gouvernement de la République? Quand une situation comme celle-là arrive, le gouvernement de la République devrait avoir, qui tient les manettes du pouvoir, devrait avoir la possibilité de maîtriser la situation. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a démontré ici sur ce plateau, les uns et les autres, que depuis des années antérieures, avant ce rapport de l'ITIE, il y a eu des fuites d'exportation de l'or. Et non seulement de l'or, et d'autres essences. Alors, l'État est au premier chef accusé. Ensuite, on va interroger maintenant, dans un second plan, les administrations comme par exemple la douane. L'or fait comment pour sortir du Cameroun? Ça sort par les aéroports, ça sort par les ports aussi, parce que 15 tonnes c'est beaucoup. Il faut mettre ça dans les conteneurs 20 pieds, 40 pieds. Ça sort par les ports également. Ça sort aussi par les frontières, où sont installés les postes de douane. Ça fait donc comment pour sortir? Monsieur Moutiamba a démontré ici qu'il y a des autorisations du ministre qui peut laisser sortir ça. Mais au-delà du ministre, il y a l'autorisation du boss des ministres ou des boss des ministres. Parce qu'on sait comment l'administration camerounaise est organisée. Alors, pour finir, il ne faut pas qu'on nous distraie. Avant de finir, parce que justement ce que vous dites, ça donne lieu sans couper. à Toutes les réfléchir. autorisations, ça Quand vous parlez par exemple de ces quantités d'or qui sortent par les aéroports, les ports, etc., la question qu'on se pose aussi, c'est comment on arrive à faire sortir cela sans qu'on puisse... Parce que là, ça sort sans prélèvement de taxes. En même temps, dans les marchés, dans les petits commerces, on voit comment on asphyxie, on torture, on étrangle à la limite les petits commerçants et tous. C'est la mafia. Pour pouvoir payer. C'est une mafia qui a été mise en place. Et elle a été intensifiée depuis qu'on a commencé, que le peuple camerounais a eu vent de l'article 94 là. La ligne 94. La ligne 94. La mafia a été mise en place pour contourner la ligne 94 et préparer les lendemains du pouvoir actuel. La création même de la Sonamine. Monsieur Amba Samoute a démontré ici que ça n'a pas de cahier de charge. Donc, c'est une société écran qui a été seulement créée comme ça par décret présidentiel. Elle ne sert absolument à rien. Alors, cela veut dire que les 2000 milliards ont été distraits par le régime en place. Qu'est-ce qu'ils font avec ce genre d'argent? C'est un argent qui sert à payer les consciences, pour l'achat des consciences. L'achat des consciences des fonctionnaires véreux qui travaillent au ministère de l'administration territoriale et qui sont prêts à aller trafiquer le site du ministère de l'administration territoriale pour empêcher un candidat comme Maurice Kamto de se présenter à l'élection présidentielle. Ce sont ces fonctionnaires-là, sous le regard complice du ministre, sinon, si ce n'est même pas lui qui est au premier chef accusé. Vous avez également le type de fonctionnaires véreux qui sont à Elekam, à l'élection Cameroun, qui est devenu aujourd'hui un instrument de fraude massive électorale. Cet argent sert à payer les consciences de tout ce monde-là. Alors vous parlez aussi. Oui, il faut se maintenir au pouvoir à tous les prix. Oui, vous aussi, vous parlez à l'indicatif. J'aurais souhaité que ce soit au conditionnel, parce que je ne suis pas sûr que vous avez des éléments précis pour justifier. Tout le monde sait. Non, je parle de mobiliser l'argent pour payer les consciences. Je reviens à vous. Bien sûr, mais je voudrais avoir votre avis, Maurice Nonga. Est-ce que cette situation ne s'aggrave pas avec ce qu'on appelle une politique économique tatillonne? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises et parfois des instructions qui sont données par le chef de l'État par rapport à un certain nombre de questions qui ne sont pas
respectés à la base et qui parfois créent donc ces confusions et donnent lieu à des pertes graves pour ce qui concerne les ressources de l'État. C'est vrai, Duval. Mais le principe préalable, c'est qu'un État se gère par deux choses. Par les choix politiques et les orientations économiques qu'on donne. C'est-à-dire quand on est élu sur la base d'un programme, et on a des choix politiques et des orientations économiques qui sont claires. Dans notre cas, les orientations économiques ne sont pas claires. Déjà, l'augmentation de la dette publique au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Il faut que je vous donne d'abord un indicateur, c'est que le recours au prêt non concessionnaire au Cameroun a commencé en 2015. Et en 2015, nous étions à 13% de l'endettement non concessionnaire par rapport au budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à 89%. Donc, nous avons décidé, le Cameroun a décidé de quitter les prêts concessionnaires qui étaient les prêts les plus flexibles. Et dans les prêts concessionnaires du Val, le taux d'intérêt dépassait rarement 1,5%. Le différé était de 10%, le délai de remboursement était de 40 ans. Aujourd'hui, nous avons rejoint les sociétés commerciales et les fonds d'investissement qui nous donnent l'argent parfois à 7,5% avec un différé de 2 ans, période pendant laquelle les intérêts sont prélevés et un paiement étalé sur 5 ans est très court terme. Donc l'asphyxie est là. Et le grand frère Bouté en bas, l'a dit, on ne peut pas bâtir une économie de développement en contractant des dettes pour payer la dette. Ce n'est pas possible. Donc, au 31 mars 2026, la Cour de la dette, telle que vous l'avez dit, telle que la CCA elle-même l'a dit, nous sommes à 15 416 milliards de francs. Et par rapport à 2024, le cap est de 1179 milliards. Et vous savez qu'entre 2026 et 2028, le pays doit mobiliser 2100 milliards pour le service de la dette. 2100 milliards. C'est ce qui représente, selon Pierre-Emmanuel tout à l'heure, dans le budget d'investissement public, de 2 milliards dont nous avons besoin. Nous allons payer 2100 milliards entre 2026 et 2028 pour le service de la dette seulement. Donc, quand vous avez une orientation économique pareille, adieu le développement, adieu la projection, il y aura rien. Adieu la croissance, c'est pas possible. Alors, parlant d'orientation économique, s'il te plaît, je voudrais dire que ce qui me gêne un peu dans l'analyse de la lettre de conjoncture, ce qui est gênant, c'est que la stratégie d'endettement à moyen terme, la SMDT, que le Cameroun s'est approprié lui-même, est de 50% du PIB. Le Cameroun a dit qu'il plafonne ça à 50% du PIB de soutenabilité. Et qu'on sait que c'est en deçà du seuil communautaire. Bien sûr, qui est de 70%. Sauf que Duval, quand nous prenons tous ces emprunts qui sont projetés, nous rapprochons même de notre seuil de la SMDT que nous avons prescrit nous-mêmes, que nous n'allons pas dépasser 50%. Avec le tableau que Pierre-Emmanuel a décrit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, nous serons au-dessus de 50% de ce que la SMDT a prévu, le seuil d'endettement moyen que le Cameroun s'est donné lui-même. Déjà, nous disons une chose et son contraire. Et puis, Duval, la structure de la dette est préoccupante chez nous. Elle est préoccupante. Dans ce sens que dans la structure de la dette, 89% de cette dette est une dette qui concerne les prêts non concernés, qui est une dette extérieure. C'est asphyxiant. Et le service de la dette seul, parce que pour que le Cameroun, cette année-ci, en 2026, les emprunts des recettes internes projetées, c'est 5 887 milliards et un besoin de financement de 3 104 milliards. Et le paradoxe est clair. Il y a une chose encore plus paradoxale dans la lettre de conjoncture, la lettre d'amortissement, c'est que le Cameroun, il ressort de cette conjoncture que le Cameroun dispose de 5 641 milliards de financements extérieurs non décaissés au 30 septembre 2025. Cela signale les difficultés d'absorption et de mise en œuvre des projets. Donc, nos partenaires de développement, les partenaires multilatéraux et bilatéraux nous ont dit que nous avons un faible taux de mise en œuvre des projets. Donc nous avons un argent qui n'est pas décaissé. Donc ce déficit structurel il va se creuser et il va se creuser encore. Alors je vais revenir à vous tout à l'heure pour développer davantage sur ce que vous appelez les orientations stratégiques tout à l'heure, parce qu'il faut quand même indiquer que parmi les leviers, il y a la question de la banque
Et on a remarqué récemment, effectivement, que l'État du Cameroun a décidé de nationaliser un certain nombre de structures bancaires, parmi lesquelles la Société Générale. Sauf qu'à ce niveau-là, il y a quelques soucis en rapport avec l'exécution des décisions ou des instructions du président de la République. Mais Duval, si vous permettez, quelque chose de trop important, je voulais ajouter que dans les engagements en préparation, le Cameroun a signé 9 décrets d'habilitation qui sont en attente d'exécution portant sur le financement de 591 milliards, dont 546 relèvent des prêts non concessionnels. Et ça concerne notamment la route Ebolova, Akom2, Kribi, la reconfiguration du système d'alimentation d'eau de Yaoundé, la stabilisation du réseau électrique de Douala, la réhabilitation de la route Souré, Guider, Mayo-Oulo-Douy, et l'extension du backbone national de la fibre optique. Voilà des choses qui sont en attente, mais qui seront financées par les prêts non concessionnels, ce qui va encore alourdir le poids de notre dette. On va sortir de ce sujet, Robert Mouté-Ambassa. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette hémorragie financière? Je prends une seconde pour préciser au petit frère Pléro Niamek par rapport aux mines que la présidence... Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam. Excuse-moi, petit frère. Donc, la présidence a renvoyé tout le plein pouvoir sur les mines au ministère des Mines. Depuis le ministre de Dondoké, tout est décidé au ministère. Il rend compte après. C'était pour préciser que le ministre n'attend pas des instructions particulières pour donner les autorisations ou quoi. C'est de son ressort, c'est de sa compétence. Je parle une seconde de l'ITIE. J'ai eu cette chance d'être membre de l'ITIE pendant 5 ans. Je représentais les entreprises pétrolières. Et pendant cette période, de 2010 à 2015, le Cameroun a eu sa conformité en 2013. Je faisais partie de la délégation qui est partie du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Avec pour ministre des Finances Alamine Ousmane, mes présidents. Vice-président, c'était le ministre de l'Industrie, mais c'est le ministre des Finances qui allait avec nous. Madame Ondigui, qui est secrétaire national, héritier. Le représentant des entreprises d'extraction, c'était moi. Le représentant de la société civile, c'était, comment il s'appelle, Kouayombi André. Alors nous sommes arrivés à Abidjan. Évidemment, notre rapport n'était pas bon, parce qu'il manquait des chiffres. Bien sûr. Et on nous a averti d'avance que c'était mal barré pour avoir la conformité. Alors, on est allé voir les amis Tchad, Congo et autres qui étaient conformes. Ils disent que non, le Cameroun ne passe pas. Alors, je dis à mon ami de la société civile, parce que lui, tu as un mode de fonctionnement. Il ne fait pas confiance au gouvernement. Ils font confiance aux entreprises d'extraction et à la société civile. Alors, j'ai dit à mon ami de la société civile, essayons de sauver le pays. Il me dit, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, non, allons voir la présidente. On va un peu là prendre au corps à corps. Alors, on l'a rencontré dans un ascenseur. Je vous dis, c'est la réalité, hein? C'est vérifiable. Yombi est vivant, le ministre des Finances est vivant, Madame Ondigui est vivante. Ce n'est pas du n'importe quoi. Quand je dis quelque chose, j'ai des éléments d'appréciation. Donc, on la rencontre dans l'ascenseur. C'est pendant qu'on monte, je ne sais pas, la dizaine d'étages, qu'on commence à parler dans l'ascenseur. On lui dit, mais madame, le Cameroun est assez affilié à l'ITIE depuis 2005. Nous sommes déjà en 2013. Vraiment, cette histoire, beaucoup ne comprennent même pas déjà ça. Parce qu'ils ne comprennent même pas déjà le pétrole, les extractions. Maintenant, l'ITIE vient s'ajouter. C'est compliqué. Est-ce que vous ne pouvez pas aider le Cameroun? Nous dit, aider comment? On dit, mais non, donnez-nous la conformité. Une fois qu'on a la conformité, ça va encourager le Cameroun de travailler pour rester dans la conformité. Elle dit, ah, c'est pas idiot. Elle me dit, ben, ça ne dépend pas de moi seul. Je vais proposer au comité. C'est comme ça que le comité valide la première conformité. Il n'en a pas eu de conformité. Parce que ça a duré 3 ans. Et après les 3 ans, on n'a plus jamais eu de conformité jusqu'aujourd'hui. Parce que les éléments qu'ils ont demandé de mettre à jour n'ont jamais été faits jusqu'à aujourd'hui. Et l'ITIE, c'est quoi? Beaucoup ne savent pas. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. C'est un outil qu'ils ont mis sur le marché pour contrôler les pays qui exploitent les matières premières. Pour qu'on connaisse exactement les chiffres, en espérant que, ayant la bonne information, il n'y aura plus de guerre. Et plus vous êtes traçable, plus vous êtes crédible. Plus vous êtes traçable, vous êtes crédible, vous avez la signature. Tout à fait. Comme nous ne sommes pas traçables, c'est la raison pour laquelle notre ministre des Finances va prendre les prêts à plus de 10%.
Attends, ici, Alors, j'ai pas fini. parlons justement de ces prêts pour sortir de cette Mais j'ai pas fini, Duval. Oui, en même temps, il va falloir qu'on avance. Bon, c'est vrai. Non, je voulais terminer juste en disant que cette histoire, comment on peut faire comme vous l'avez demandé, il faut revenir à l'orthodoxie simple. Arrêter d'exporter nos matières primaires brutes, il faut les transformer sur place, industrialiser notre pays, fermer le ministère du Commerce. Parce qu'il joue un rôle très important dans le système. Il empêche les Camerounais de s'industrialiser. Il faut ramener ce ministère à une direction au ministère de l'Industrie. Pour qu'on puisse contrôler, parce qu'aujourd'hui on achète tout, même les cure-dents, ce qui n'est pas normal. On a du bois au Cameroun, on peut faire les cure-dents au Cameroun quand même. Donc ce ministère, à un moment donné, peut-être qu'il était intéressant qu'il soit en place. Aujourd'hui, il n'a plus sa place. Il faut dissoudre ce ministère. C'est dur quand même. Hein, voilà. Non, c'est la vérité. On achète tout. On parlait tout à l'heure, vous avez évoqué la question des choix et des politiques. Des orientations économiques. Oui, mais est-ce que ces orientations, parce que la politique est définie par le chef d'État, mais est-ce que cette politique définie par le chef d'État est toujours appliquée sur le terrain? On vient de le voir encore avec l'histoire, la question du rachat, par exemple, la Société Générale par l'État du Cameroun. Oui. Je crois que dans une correspondance qui a été adressée par le secrétaire général à la présidence de la République, indiquant les hautes institutions du chef d'État qui voudraient que ce rachat soit pris en compte par des entités camerounaises, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale. On s'est rendu compte plus tard que le ministère des Finances a privilégié une société privée. Mais Duval Fangwa, tout à l'heure, votre question rejoint ce que vous disiez tout à l'heure vous-même, que nous raisonnions comme si on était dans un état normal. C'est dans un état normal que ces questions-là trouvent toutes leurs réponses. Moi, j'ai suivi cette affaire de très près, parce que j'ai été intrigué par le fait que le 27 avril 2026, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a adressé une lettre à monsieur le ministre des Finances, dans laquelle il lui disait que faisant suite à votre lettre dont l'objet et les références sont repris en marche, et dans le prolongement des très hautes intentions du chef de l'État, répercuté à ma correspondance du 10 mars 2023, j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la République vous prescrit de bien vouloir conclure un partenariat avec le consortium CNPS, NCA Bank, en vue de la gestion de la phase de transition consécutive à l'acquisition des actions de la Société Générale. Dans la perspective de cette cession définitive à ce groupement, ces actions acquises par l'État auprès de la banque subventionnée. Voilà ce que le chef d'État a dit. Mais maintenant, à la suite, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Autre chose. Il s'est passé autre chose à la suite. Et c'est là où la chose devient pernicieuse. Parce que non seulement il s'est passé que les instructions du chef d'État n'ont pas été suivies, mais le ministre des Finances, selon ce qui s'est dit et la matérialisation de ce que nous avons vu, a pris une autre orientation qui est diamétralement opposée à celle du chef de l'État. En faisant quoi? En enlevant la pression du chef d'État sur la CNPS, NCA Bank, et en faisant à ce que l'État du Cameroun, le 12 mai 2026, le ministère des Finances a finalisé l'acquisition de 58,8% du capital de la Société Générale pour 129 milliards. Donc, grâce à cette opération, désormais, 83% des parts, l'État du Cameroun devient l'actionnaire majoritaire de la filiale. Ça, ce n'est pas mauvais dans le sens de l'acquisition, dans le sens de la souveraineté de notre pays. Absolument. Mais ce qui est mauvais, c'est que celui qui a rencontré un peuple, un homme et un peuple, c'est le chef de l'État. Celui qui donne les orientations, c'est le chef de l'État. Quand le chef de l'État, à travers le prolongement de sa légitimité, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, fait une prescription au ministère des Finances, qui est tenue par la solidarité gouvernementale, et que ce dernier déroge à ce qui a été dit par la hiérarchie, ça pose un problème. Pour aller contacter plutôt avec une banque privée. Ça pose un problème. Déjà, les fonds qui ont été engagés, c'est les fonds publics du Cameroun. Alors, beaucoup de questions se posent. Pourquoi est-ce que l'écart entre la prescription présidentielle et l'exécution ministérielle alimente le malaise? Parce que c'est un écart sérieux. Donc, depuis cette opération, nous regardons cela de manière dubitative parce qu'on ne peut pas mettre à l'écart un consortium public ou semi-public pour prendre un consortium privé de la part d'un ministre qui fait partie d'un gouvernement qui a été nommé par le chef d'État et qui est contre la pression du chef d'État. Et ça pose un problème. Donc, on a comme l'impression qu'au Cameroun, chacun a son potentat et qu'il y a des chefs d'État bis qui agissent dans l'Est comme ils veulent. Et les orientations, c'est pour ça que je disais que les choix politiques des orientations économiques sont trop importantes pour la gouvernance d'un pays. Et ça pose un sérieux problème de gouvernance politique dans notre pays. Alors, Edmond Kamgia, lorsqu'on écoute tout ce qui est dit sur ce plateau, on a commencé par les crises sociales, la crise des mœurs, avec cette affaire dans une école à Yaoundé. Ensuite, la crise
ou bien la crise économique, ou bien le malaise économique, l'hémorragie financière, non seulement à travers cette dette-là, on a oublié même d'indiquer que le Cameroun est en train de payer 16 milliards de francs CFA à la Chine pour des intérêts, bon, vraiment, on ne va pas en rajouter. Et maintenant, on a cette hémorragie avec 2000 milliards de francs CFA qu'on perd dans le trafic de l'or. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que les institutions du Cameroun ne se saisissent pas de ces questions fondamentales. Et vous avez d'ailleurs fait allusion à cela tout à l'heure. On a un Parlement qui devrait, par exemple, ouvrir des enquêtes parlementaires. On a une justice, un procureur de la République sur cette question, par exemple, de trafic d'or, aurait pu, par exemple, s'auto-saisir pour essayer de voir plus clair dans cette affaire-là. Est-ce que cela ne traduit pas justement ce qu'on n'a pas appelé la rigidité des institutions au Cameroun, si on le compare avec le modèle des modèles ouest-africains, suivez mon regard? Oui. Oui, les modèles ouest-africains, un peu comme le Sénégal. Par exemple. Oui, comme le Sénégal, par exemple, avec toute l'actualité que nous suivons à Dakar depuis quelque temps. Je voudrais surtout dire, en parlant d'institutions, rappeler ce que Barack Obama avait dit lors de l'un de ses voyages en Afrique, au Ghana notamment. Les institutions fortes et non pas les hommes forts. Il faut privilégier les institutions fortes et non pas les hommes forts. Alors, lorsqu'on regarde la situation à Dakar, on compare, on a quand même envie de ramener ça chez nous. Oui. Est-ce que, je pose la question de façon imagée, est-ce qu'en matière de séparation des pouvoirs, de démocratie et séparation des pouvoirs, le Sénégal et le Cameroun font jeu égal? Non. Au Cameroun, il n'y a pas, dans la réalité, séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Au Sénégal, oui, il y a séparation de pouvoir entre les différents pouvoirs de la République. Et on le voit en ce moment. Avec la crise qui se pose. Avec la crise politique qui s'est annoncée depuis où les plusieurs institutions mois. s'autorégulent. Les institutions s'autorégulent. Chaque institution joue son rôle. Il y a un exécutif, il y a un Premier ministre, il y a un président de la République et un Premier ministre. On a vu comment le président de la République, Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, a limogé son Premier ministre qu'il avait nommé et il a remplacé par un autre Premier ministre. Il y a eu passation de pouvoir déjà là, entre les deux Premiers ministres. Et Diomaye Faye est retourné au Parlement. Et Diomaye Faye, Il a repris son écharpe. il a repris son Il a écharpe. été réélu président de la République. Sonko, pardon. Oui, Diomaye Faye, c'est le président de la République. Oui, Ousmane Sonko, après avoir été limogé, perdu le poste de Premier ministre, est retourné au Parlement, à l'Assemblée nationale, où il a réintégré, n'est-ce pas, l'institution parlementaire et récupéré son poste de député. Et je rappelle qu'il ne pouvait pas à la fois être Premier ministre et député parce qu'il y a incompatibilité. Oui. Il avait en son temps démissionné d'office à la fonction de député pour devenir Premier ministre pendant ces 2 dernières années. Et après avoir été limogé, d'après les institutions, la Constitution sénégalaise et les institutions, la procédure, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il a pu récupérer non seulement sa fonction législative de député, mais il a été élu par la majorité du Parlement de l'Assemblée nationale sénégalaise comme président. Le Parlement n'a pas eu besoin de l'avis du président de la République pour le réintégrer. Du tout. Le Parlement sénégalais n'a pas eu besoin de l'avis du président Diomaye Faye pour le réintégrer comme député et comme pour le réélire, comme pour l'élire président de l'Assemblée nationale. Encore que visiblement le président Diomaye n'était pas tout à fait d'accord. Oui. Mais bon, c'était son point de vue. Oui. Et les institutions sont plus fortes. Elles sont plus fortes, elles sont d'autant plus fortes qu'il y a une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux prétendant que Diomaye Faye avait sollicité l'avis du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel a démenti. Il n'y a jamais eu, de la part du président de la République sénégalaise, une volonté de solliciter un avis pour ce cas précis. Encore que si le sollicitait, c'était qu'un avis. Encore que si le sollicitait, c'était pour un avis. Mais l'avis même n'a jamais existé. Donc, au Sénégal, c'est vraiment le modèle d'institution forte en Afrique. Et pour ce cas précis, il convient de rappeler, parce que je vais rentrer dans le fond tout à l'heure quand on va véritablement débattre, que ce qui arrive... On a la fin de l'émission. On a la fin de l'émission. Parce que il faut d'abord dire Diomaye, le duo, un très grand duo, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et notamment le slogan qui leur a permis de gagner les élections, Diomaye c'est Sonko. Avec une expression en Wolof. Moi Sonko. Oui, tout à fait. Et on a vu comment ils ont été libérés de prison le 15 mars.
le 24 mars, c'est-à-dire 9 jours avant l'élection présidentielle, il rentre en campagne et il remporte l'élection. Bachir Diomaye Faye a gagné au premier tour, à la majorité absolue, 54,28%. C'est la première fois qu'un opposant remporte l'élection au premier tour. Depuis que nous connaissons ces 3 alternances, ça il faut le dire également. Parce qu'on vient de vivre au Sénégal la 3e alternance. La première, c'était en 2000, lorsque Abdoulaye Wade remporte l'élection face à Abdou Diouf. La deuxième en 2012, lorsque Macky Sall prend le pouvoir, toujours avec une coalition. La 3e, c'est le 24 mars dernier, 2024, lorsque Bassirou Diomaye Faye devient président de la République. Et il faut le dire également, à 44 ans, il est le plus jeune président de la République opposant qui prend le pouvoir au Sénégal à travers l'étiquette PASTEF, c'est-à-dire les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et on voit que derrière Diomaye Faye, il y a eu ce duo. Parce que je veux expliquer, on passe du duo au duel. On est passé du duo au duel parce que depuis quelques mois, il y a des tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. On a vu comment il y a eu des clashs même en public, où, je l'avoue, c'était pas beau à voir. Ousmane Sonko a parfois mis en mal, c'est-à-dire a critiqué, même publiquement, le président de la République dans certaines circonstances, en parlant de manque d'autorité du président. Il a contesté une fois en public. Il y a eu beaucoup d'autres situations où il a mis en mal l'autorité du président Diomaye Faye. Et on a aujourd'hui le fait qu'il est limogé et qu'il soit rentré au Parlement dans le respect des textes, des normes et tout. Mais surtout, je voudrais dire une chose très importante. C'est que par-dessus tout, il y a l'État, il y a le parti. Ne confondons jamais l'État avec le parti. Diomaye Faye, dès qu'il est devenu président de la République, il s'est retiré de toutes ses fonctions partisanes. Il était secrétaire général du PASTEF. Et là, vous adressez à qui? Au président de la République du Cameroun, qui est président du RDPC en même temps. Et à tous les chefs d'État africains qui conservent leur fauteuil de chef du président de parti alors qu'ils ont gagné l'élection pour devenir président de la République. Il ne faut pas cumuler parce qu'il y a incompatibilité. Et là-bas, ce sont des signes qui montrent les usages des bonnes pratiques dans la République. Est-ce que cela peut justifier ce mélange que certains voient, non pas ce mélange, c'est-à-dire que cette séparation plutôt théorique qu'il y a entre les institutions au Cameroun, puisque justement on est dans une sorte d'étude comparée de démocratie sénégalaise sur le modèle camerounais? Ce que je voudrais dire, c'est que les gens font des analyses, font des spéculations, mais qui ne sont pas basées sur des réalités, parce que la fonction présidentielle a des réalités et des contraintes. Oui. Et Diomaye Faye, je pense qu'il est incompris par son ancien Premier ministre. Il a été incompris par Ousmane Sonko. Parce que quand il devient président, il quitte sa fonction partisane, il est maintenant dans l'exercice du pouvoir. Il y a des réalités que lui connaît, que Ousmane Sonko ne connaît pas, en tant que Premier ministre, en tant que dirigeant du PASTEF qu'il était. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement divisés, ils sont dans la rupture. Il faut le dire, un président de la République doit être au-dessus des partis. Et Diomaye Faye l'a compris. Un président de la République doit davantage être dans le consensus et la diplomatie, et non dans la provocation, et non dans le tempérament fougueux d'opposants qu'ils ont été hier. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est resté opposant dans l'âme. Or, ce sont eux qui sont au pouvoir. Et ça me rappelle ce qui s'est passé entre 1960 et 1962, entre un autre duo qui est devenu un duel. Le duo Léopold Sédar Senghor, qui est devenu président en 1960 avec l'indépendance, et celui qui était président du conseil de gouvernement, l'équivalent en quelque sorte du Premier ministre avant l'indépendance et même après l'indépendance, parce qu'entre 1957 jusqu'à 1962, c'est Mamadou Dia qui était président du conseil de gouvernement. Il travaillait toujours avec Léopold Sédar Senghor. Mais à un moment donné, ils se sont brouillés tous les deux. C'est un duo qui a fait tout le travail, c'est-à-dire que avec l'indépendance entre 60 et 62, mais ils sont brouillés en 62. Alors, un peu comme aujourd'hui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko se sont brouillés. Je vous arrête une seconde, juste pour que les autres puissent se mettre là, avant que je revienne à vous pour la conclusion. Sur le modèle, sur la crise politique qui secoue le Sénégal, quelles sont les leçons qu'il faut tirer du Cameroun Duval. En termes de fonctionnement des institutions, de séparation des différents pouvoirs. Moi, je ne vais pas faire dans la facilité, c'est-à-dire que la facilité qui consiste à
a dit que le Sénégal enseigne le Cameroun, ou que les autres pays qui se démarquent dans la démocratie, comme par exemple le Bénin, le Nigeria et autres, enseignent le Cameroun. Je ne le dirai pas, parce que je vais être un peu froid dans mon analyse. L'accession à l'indépendance du Cameroun, les conditions d'accession à l'indépendance du Cameroun n'ont pas été les mêmes que celles du Sénégal. Le Cameroun a comptabilisé plus d'1 million de morts en pays Bassa et en pays Bamileke. La France l'a reconnu lorsque lorsque Hollande est venu en visite au Cameroun, l'a reconnu. Donc, le Sénégal n'a pas eu de sang versé pour accéder à l'indépendance. Il n'y a que le Cameroun en Afrique et l'Algérie qui ont connu les luttes d'indépendance où le sang a été abondamment versé. Alors, le Cameroun n'a jamais rien obtenu facilement. Quand nous partons de la photo des indépendances du Cameroun, nous venons à l'avènement du multipartisme. Tout le monde sait que le sang a aussi coulé. L'économie camerounaise a été paralysée pendant 6 mois par les villes mortes. 8. Pendant 8 mois, pratiquement pas des villes mortes. Il y a eu des emprisonnements. Ce n'est pas aujourd'hui que, paix à son âme, notre héros national, Anissé Kane, a été arrêté. Il a d'abord été arrêté dans les années 90. Ils ont été arrêtés, ils ont été torturés. On a des gens comme Feu Maître Yondo Black qui ont été également arrêtés. Maître Tchungan, ils étaient nombreux. On a fouetté même un ancien ministre d'État. Samuel Lebois, paix à son âme, a été fouetté. Dans un Sénégal qui doit copier. Ce ne sont pas... Non, j'arrive. Soyons sérieux dans ce que je veux dire ici. Le Cameroun, nous félicitons le Sénégal pour l'avancée démocratique que le Sénégal connaît. Oui. Mais cette avancée démocratique est adossée sur un élément très important, la détermination du peuple. Sauf que dans ces pays, les gouvernants ont une retenue à aller un peu plus loin. Mais ceux qui nous gouvernent au Cameroun, depuis notre accession à l'indépendance, n'ont aucune retenue. Vous savez le nombre de personnes qui sont en prison aujourd'hui, après la crise post-électorale d'octobre 2025? Ils sont par milliers, comptés par milliers. Vous savez combien ont été assassinés froidement, tirés, morts par balle? Ils sont par centaines. Vous savez, pendant la crise post-électorale, après l'élection présidentielle de 2018, la crise post-électorale qui a éclaté, combien de personnes ont été arbitrairement arrêtées? Ils étaient par milliers. Okay? Vous savez combien ont été tués? Par centaines également. Le Cameroun paye toujours le prix, un prix lourd. Nous ne sommes pas un peuple amorphe. Un peuple amorphe ne fait pas la guerre pour perdre des millions de personnes. Sauf que nous sommes face à un régime inhumain, à un régime sanguinaire qui ne désigne sur aucun moyen pour décimer toute la population et se maintenir à n'importe quel prix au pouvoir. C'est ça qui nous menace au Cameroun. C'est pour cela que notre lutte doit continuer. On ne doit pas baisser les bras. On parlait tout à l'heure de la corruption. La corruption est une volonté du pouvoir en place. Parce que c'est cette corruption qui les permet de se maintenir au pouvoir. Le jour où ce régime sera en place, la corruption va foutre le camp au Cameroun. Très bien. Donc c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Alors, Robert Moutet, vous êtes d'accord avec le développement que fait Pierre-Emmanuel Bignam? Entièrement d'accord, et je veux m'ajouter. Parce qu'on peut faire croire que le Cameroun est un peuple amorphe. Le Cameroun n'est pas amorphe. Et le bilan qu'il dit est vrai. Et même avant, très longtemps avant les indépendances, la démocratie qu'il y a au Sénégal a été déjà au Cameroun. Regardez, c'était à Marie Bila à un moment, non? Après, c'est Aïdjo, non? C'était le mécanisme démocratique, hein? Avant les indépendances. Le Cameroun était déjà démocratique. Bon, maintenant, l'indépendance arrive, le président Aïdjo, puis le président Biya, ont mis en place un système quand même qui tient compte des insuffisances de cette démocratie. C'est que le consultant a parlé tout à l'heure de Dia et Mamadou Dia et Senghor. Ouais. Et là maintenant c'est Sonko et l'autre. Ils sont en train de vivre ce que l'on a eu avant les indépendances. Ouais. D'où la situation actuelle où on a le pouvoir exécutif qui est un peu une tutelle des autres pouvoirs. Pourquoi? On le laisse une certaine autonomie, que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Ils ont une certaine autonomie, mais quand il faut prendre les dernières décisions, ils doivent associer l'exécutif et particulièrement le chef de l'État pour s'assurer qu'on n'aura pas ces blocages.
Voilà comment moi je dis la situation qui est aujourd'hui, qui est très différente du Sénégal et encore avant les indépendances pour nous. Donc ils vont entendre notre... Quand Diomaye Faye, s'il réussit à avoir le dessus, nous ne sommes pas surpris qu'ils viennent faire un tour à Yaoundé pour voir comment ça se passe. Alors, Moïse Nonga, démocratie et séparation des pouvoirs, Cameroun-Sénégal. Moi, je dis, c'est deux photos très, très différentes. Je suis d'accord avec Pierre-Emmanuel. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais c'est deux photos très différentes. Mais sauf que, moi, je pense que ce qui se passe au Sénégal est inédit. Parce que la différence fondamentale de 2024 au Sénégal, c'est que ce n'est pas un homme. L'homme qui a rencontré le peuple, ce n'est pas lui qui est la tête de l'État au Sénégal. Sonko moins Diomaye, Diomaye moins Sonko, en principe, celui qui a porté les aspirations du peuple, celui qui a porté la légitimité populaire dans cette élection, c'est Ousmane Sonko. On ne peut pas le lui méconnaître. On ne peut pas le lui méconnaître. Et la différence systématique entre le Sénégal et le Cameroun, c'est dans la grandeur des hommes. Parce que la démocratie impose aussi aux hommes d'avoir une certaine grandeur. Et cette grandeur-là est démontrée par ces deux leaders qui ont cheminé ensemble. Sauf que, dans les pays d'obédience francophone, je vais le dire, parce que nous, les UPC, nous sommes les premières victimes des puissances colonisatrices. Moi, j'ai la faiblesse de croire que dans le discours d'Ousmane Sonko, il ressort le malaise de moins sur deux choses. Ousmane Sonko dit « Aucune puissance n'est durable lorsqu'elle exige d'un peuple qui renonce à sa dignité. » Et j'ai comme l'impression que dans le programme politique du PASTEF pour la conquête du pouvoir en 2024, le renoncement de la dignité du peuple sénégalais avait été posé avec acuité. Et Sonko a la faiblesse de croire qu'une fois que le président Diomaye est arrivé au pouvoir et qu'il a les réalités du pouvoir, il s'en est légèrement écarté. J'ai la faiblesse de croire en cela. Et c'est la raison pour laquelle Sonko a estimé que pour être frontal au chef de l'État dans la protection des intérêts du peuple sénégalais, qu'il pense ne pas être tout à fait la même chose avec le chef d'État, il est revenu à l'Assemblée pour porter la légitimité populaire et donner au peuple sénégalais tout ce qu'il veut. Parce qu'il faut le dire, Duval Fango, c'est ce duo qui a mis à la face du monde la dette abyssale du Sénégal de 130% par rapport au pays. C'est ce duo qui a demandé de nettoyer le paysage politique. C'est ce duo qui a fait un programme politique, économique et social conséquent au Sénégal. Et les résultats sont en train d'apparaître. Mais la peur aussi d'Ousmane Sonko est que le deal qui a été passé entre les deux hommes que nous ne connaissons pas, mais nous supputons, peut-être était que le premier mandat est le tien, le deuxième est le mien. Mais je pense qu'il se dit intérieurement que tel que les choses avancent, il n'aura pas la main sur ce mandat. Donc autant pour lui revenir dans l'Assemblée, avoir l'appareil politique, parce qu'il a quand même été démontré à suffire après les élections à l'Assemblée nationale, et il faut le dire, si on était au Cameroun, comparaison ou n'est pas raison, Sonko ne serait jamais revenu à l'Assemblée. Si on était au Cameroun, Ousmane Sonko ne serait jamais revenu à l'Assemblée. Parce que le chef de l'État ici serait intervenu, on aurait donné des orientations et les députés, même ceux qui l'ont adulé hier, auraient voté contre lui. Mais la hauteur des institutions sénégalaises nous a montré que la politique est une saine émulation et qu'elle peut être vécue avec des grands hommes et que la hauteur est la chose qu'il faut mettre dans le bonheur du peuple pour le permettre d'impulser son évolution. Je crois que ça vous inspire pour votre conclusion sur ce sujet. Oui, ma conclusion, c'est que Ousmane Sonko, il a été élu président de l'Assemblée nationale au Sénégal avec la majorité absolue, mais je précise que la principale coalition de l'opposition a boycotté le scrutin parce qu'elle estimait que la démission que Ousmane Sonko avait faite avant d'entrer au gouvernement comme Premier ministre, et eux ils estiment que... La suspension, il le dit. Non, je dis la principale opposition parlementaire au Sénégal a boycotté en argumentant que la démission de Sonko comme député pour aller être Premier ministre est irrévocable et définitive. C'est pour ça qu'ils sont boycottés. Donc il y a eu tout un débat. Même au Sénégal, il y a ce débat. Mais ce qui a prévalu, c'est que les textes, Ousmane Sonko a réintégré non seulement son poste de député, mais a pu être élu président de l'Assemblée nationale après la démission de celui qui officiait comme président de l'Assemblée nationale. Et sur cette question, on n'a pas eu une intervention de l'exécutif ou du judiciaire? Aucune intervention. D'aucun autre pouvoir. Régulation interne dans Régulation interne à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en relief. Vous dites c'est la grandeur des hommes, c'est la grandeur des institutions. Mais moi, je dis une dernière chose. Je souhaite que son retour
à l'Assemblée nationale, comme député, parce qu'il avait été élu député, soit une stratégie et non pas une volonté de mettre les bâtons dans les roues C'est ce qu'il a dit dans du son président. C'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Il a dit J'espère qu'il n'a que ce aucune n'est pas ça. intention de mettre les bâtons dans les roues. Espérons que ce qu'il a dit va se concrétiser. Merci, messieurs. 30 secondes. On 5 sort de secondes. l'émission. Malheureusement, Je on a voulais déjà juste grignoté. proposer que ces deux jeunes se rencontrent pour le bien du Sénégal. Ben, S'ils se rencontrent, une solution va sortir. Peut-être qu'ils se rencontrent même déjà. Mais moi, je voulais juste dire que très régulièrement, nous sommes les enfants de DA, nous sommes de la Sanaga maritime. Chez nous, à DA, il y a eu quand même une position importante à la fin de la semaine passée. L'association à l'UQAM, Socatal à DA, a eu quand même un nouveau directeur général parce que M. Malon, qui était directeur général, s'y est allé. Et M. Ekong Sylvestre, qui est un enfant de la ville, a été promu directeur général de l'UQAM. Je lui souhaite bon vent dans ses missions. C'est une société qui a fait 2 ans à des difficultés énormes, mais qui est rentré encore dans les profits nets depuis 2025. Je lui souhaite bon vent. J'avais beaucoup de questions, mais on est à la fin de l'émission sur ce sujet. Merci, messieurs, d'être venus. Robert Moutambassa, merci d'être venu. Merci, Edmond Kamgia. Pierre-Manuel Biyan, bon retour sur le plateau de droit des réponses. Merci également à vous, Maurice Nunga, et bon retour dans la Sanaga maritime. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit des réponses. Excellent dimanche à tous. Et à très bientôt. Au revoir.